Très basic. 4 femmes. Là, 4 femmes très riches de Westmount? Ouais. Là, j'ai plusieurs questions. J'ai plusieurs hypothèses. Ouais. Je me demande, je pense pas que les 4 femmes soient capables de se faire prendre en même temps. Je pense qu'ils sont pas rendus là. Par contre, je pense t'aurais fourré les 4 femmes une après l'autre. Ouais, mais là, moi, je pense pas que j'aurais été capable de me rendre. Non, t'es capable. Ben, penses-tu que tu aurais une érection avec ces femmes-là? Avec la crème d'amande, tout est possible. Tu rentres dans un univers parallèle avec ça. T'es genre dans le Kent en 1833. Je sais pas, t'attends une femme qui s'appelle Viscountess. Je sais pas, t'es ailleurs. Fait que tu rentres dans un monde parallèle, fait que tout est possible. Hein? La crème d'amande, c'est un appel à la liberté. Premièrement, re-bienvenue Poséidon. Merci. Qui fait feu de 1000 bois avec tes montres et tes bijoux. En tout cas, je trouve ça extrêmement spectaculaire. Mais Thomas, je veux te remercier parce que tu as fait une chose que je pensais jamais que tu allais accepter de faire. Les gens qui sont membres du groupe Couple Ouvert ont été témoins d'une grande part de générosité de ta part, puis je pense d'un sacrifice intérieur. Quand tu as partagé une vidéo que j'ai publiée de Boudère. Tu as fait ça? Oui, tu as fait ça. Tu as accepté que. Ça, c'est Steph. C'est Steph. Bon, mais je retire tout ce que j'ai J'ai pas dit. accepté ça, moi. T'as pas accepté? Non. C'est Steph qui s'est déchargé. Fait que c'était mesquin. C'est pas mesquin. Elle dort pas beaucoup. Puis Elle est malade. Fait qu'elle a pas de jugement. Alors, elle accepte des. C'est pour ça que le groupe, depuis quelques jours, est bizarre. C'est que Steph dort pas. Ouais. Et elle a le nez bouché. Puis elle prend plein de décisions bizarres. Mais moi, j'ai pas trouvé que c'était une décision bizarre de partager la vidéo de Boudère déguisé en femme qui se fait passer pour Kylie Jenner. Yes, ça, c'était bon. Ça, c'était très bon. C'était bon. C'était vraiment drôle. Ben oui. T'as pas ri? Pas du tout. Pourquoi? Il m'énerve. Boudère? Oui, j'ai hâte qu'il soit assez riche pour qu'il arrête de faire de l'humour. Ça s'en vient. Ça s'en vient. Si je gagne... Il y a énormément de succès. Ouais, si tu gagnes 70 millions... Je donne tout. Je donne tout. Tu lui donnes même pas genre 4, puis comme tu gardes... Non. 70. Puis t'arrêtes, tu fais plus jamais de présence médiatique. Ouais. C'est ça ton plan? Ouais. J'achète des billets à chaque jour. Pour que Boudère arrête? Ouais. C'est comme ça que tu nourris ta passion pour le jeu et le gambling. Oui. C'est ta vision des choses. Oui. Quand tu bêtes sur Michigan contre Arizona State, tu te dis pourvu que Boudère arrête. Boudère va arrêter de faire de la mauvaise humour. C'est pas bon. C'est même pas drôle parce que c'est pas bon. C'est juste pas bon. Non, c'est extrêmement... Non, je suis pas d'accord. Il y a une noblesse. Ça, je sais plus son prénom, mais Blanchard. Là. Claude Blanchard. Ça, c'est drôle. Pas drôle. C'est-à-dire, waouh, voir que cet homme-là existe. Il n'y a pas de rythme. Ses blagues, t'es vois venir 20 minutes avant de commencer à parler. Mais c'est un Claude Crest avant le temps, en fait, Claude Blanchard, un peu. Ben, je pense qu'il a vu Claude Crest puis il a volé tout. Oui, non, mais ça, c'est connu. En fait, Claude Crest s'est fait voler par tous ces gars-là. Ouais. Mais un truc qu'on parle jamais, c'est Yvon Deschamps. À quel point il a volé à Claude Crest. Ils vont... non, mais Claude Crest... Parce que c'est une légende, mais c'est en vraiment fait, fou tout ce qu'il a volé à Claude Crest. Non, mais même Olivier Guimond, hein, le monologue du Bye Bye 70, c'était Claude Crest qui avait fait ça, au Faisan Doré, puis tout ça. Fait que, je veux dire... même qu'Olivier Guimond, Denis Héroux, le sidekick d'Olivier Guimond, c'était le sidekick de Claude Crest. Wow. Ouais. Fait que... Il prenait les idées puis il donnait aux autres.
Il donnait à... Ouais. Wow. Fait que comme Claude Crest, c'est le vrai père fondateur de l'humour. Ah, bien entendu, bien entendu. De québécois, mais je dirais même Tu sais que, francophone. je sais pas si vous avez sûrement remarqué, mais quand les gens vantent Yvon, il est gêné. Ouais. C'est parce qu'il sait qu'il est tout prêt, Claude. Ah oui, oui. Claude Crest, Il est au courant du crime. oui. Tout le monde le sait. Mais tu sais, quand tu follow the money, ça arrive jamais à Claude Crest. Jamais. Hein? Jamais. C'est vraiment un grand... Toi, est-ce que tu l'aimes, Claude Crest, Poséidon? J'en ai aucune idée de qui vous parlez. Non, tu l'adores. Mais c'est comment dire, c'est un peu comme... Comment dire, c'est un peu comme dire, j'ai jamais entendu du Michael Jackson. T'as déjà entendu du Michael Jackson, même si t'as jamais entendu du Michael Jackson, il est tellement dans la culture populaire mondiale que t'as déjà entendu du Michael Jackson. C'est pareil pour Claude Crest dans l'humour en Amérique du Nord. Ouais. Oui, oui. N'importe qui. Mort Sal, qui est né à Montréal. Ah, c'est... Non! Non. Non! Dis pas... Non! Non! Mais tu sais, c'est qui, Claude Crest? Ouais! J'aime penser qu'il y a des gens en ce moment qui sont vraiment furieux parce que là, vous avez prêté des mauvaises intentions à Yvon Deschamps. C'est pas mais c'est indéniable. C'est pas une mauvaise Je intention. suis tellement Mais dans le privé, il l'admet. Ouais. Je me sens mal maintenant parce que je me sens tellement comme un trou de cul parce qu'on l'a littéralement eu sur le French Cast. Claude? Comme genre, j'en ai aucune idée, c'est qui. Mais c'est il est habitué, Claude. Il est Ouais. habitué. Oui, puis son Il est tout gérant. en sous, fait qu'il Ben s'en oui. rend pas compte. Un crème de menthe blanche. C'est la meilleure affaire. La meilleure. Ça met de l'huile dans le moteur. Hey, ça doit donner mal à la tête. La crème de menthe Ben blanche. oui. Il y a de l'alcool comme ça, très Westmount. À un moment donné, j'étais sur Sherbrooke. Je finissais le conservatoire, c'était dans ces années-là. J'étais en Bixi. Puis il y a 4 madames qui sont sorties du Ritz. Mais tu sais, des madames, je dirais, fin 50, début soixantaine, qui visiblement avaient passé l'âge de la sobriété. Puis disons, en tout cas, elles étaient sur le party. Puis elles me voient. Je suis sur un Bixi et elle commence à m'entourer au coin de la rue. Wow! Puis elle commence vraiment à me poser plein de questions. Qui je suis, où je vais, pourquoi je suis là. Puis tu sais, je revenais du cinéma, fait que j'étais en Bixi. L'affaire la moins prestigieuse au monde en face du Ritz. Et là, je te jure, il y en a une qui a dit « Hey, viens donc nous rejoindre. Ah ouais? Puis là, moi, en ce moment, ben là, tu connais ma grande lecture des situations dans ce genre. Non, je crois que t'as compris tout de suite. Ah oui, instantané. Non, mais je pense que c'est la seule fois où t'as compris. T'as fait new. Non, en fait, j'ai pas compris. Parce que ce que j'ai anticipé, non, mais parce qu'elles m'ont dit, on va aller continuer, on va aller faire une game de bridge. Puis j'ai fait, oh wow, je vais voir des femmes de Westmount jouer au bridge, puis sûrement avoir de la crème de menthe. C'est le plus proche que j'ai été de prendre de la crème de menthe dans ma vie. Et je te jure, à ce jour, c'est un des grands mystères de ma vie. Comment aurait fini cette soirée-là si je les avais suivis? Du sexe. Tu penses? Très rapidement. Avec 4 femmes? 4 femmes. Ouais. Très basic. 4 femmes. Là, 4 femmes très riches de Westmount? Ouais. Là, j'ai plusieurs questions. J'ai plusieurs hypothèses. Ouais. Je me demande, je pense pas que les 4 femmes soient capables de se faire prendre en même temps. Je pense qu'ils seront pas rendus là. Par contre, je pense t'aurais fourré les 4 femmes une après l'autre. Ouais, mais là, moi, je pense pas que j'aurais été capable de me rendre. Non, t'es capable. Ben, penses-tu que tu aurais une érection avec ces femmes-là? Avec la crème d'amande, tout est possible. Tu rentres dans un univers parallèle avec ça. T'es genre dans le Kent en 1833. Je sais pas, t'attends une femme qui s'appelle Viscountess, je sais pas, t'es ailleurs. Fait que tu rentres dans un monde parallèle, fait que tout est possible, hein. La crème d'amande, c'est un appel à la liberté. Aurais-tu accepté, à cet âge-là, Ouais. d'être l'amant d'une vieille femme? Ah oui. Pour vrai? J'aime que je me suis même pas rendu pour de l'argent, juste être l'amant. J'aime que t'es l'amant. Non, moi, j'étais déjà à l'argent. Moi, c'était déjà là. T'as même pas eu besoin. J'ai fait, ben oui. Qu'est-ce que tu penses que ces vieilles femmes-là cherchent? Est-ce qu'ils cherchent un compagnon? Du sexe? Qu'est-ce que tu penses qu'ils veulent? Je pense que ce moment-là, elles avaient perdu la carte, fait que je sais pas ce qu'elles voulaient à ce moment-là. Non, ça, c'est clair ce qu'ils voulaient.
Mais non, toi, tu penses que c'est clair. Moi, c'est pas clair. Elle voulait m'inviter à jouer aux cartes. Ouais? Mais je connaissais pas les cartes. Wow, OK. Je connais pas les jeux de cartes. Ouais, les autres non Fait plus. qu'évidemment... Non, je pense que s'il y a du monde qui savent jouer au bridge dans la vie, C'est 4 vieilles femmes. c'est qui 4 restent- vieilles femmes de Westmount. Ouais, t'as raison. Fait que juste ça, déjà, c'était comme un petit peu un turn-off pour moi de dire, ben là, tu sais, je vais être un peu la cinquième roue du chariot. Je vais être vraiment pénible, fait que je suis mieux de pas aller. Après ça, je me suis dit, ces femmes-là ont visiblement l'air d'avoir énormément de moyens. C'est pas pour porter préjudice, mais je me dis, leur mari aussi doit avoir des moyens, à quelque part. Dans le sens où... T'es contre des maris, t'aurais pas été tué. Ben, c'est exactement à ça que j'ai pensé en deuxième lieu, qui est, un, je sais pas jouer aux cartes, deux, ça me tente pas d'être sur une tête de mise à prix, genre parce qu'il y a un mari jaloux. Il y a un industriel de l'acier, Ouais, t'as couché c'est avec sa ça. femme. Puis... C'est ça. Fait que ça, c'est la portion que je serais comme... On ferait je ferais une petite enquête avant de plonger dans les vices et vertus d'être un le amant fils. secret. Parce que leurs fils ont quoi, 30-40 ans? Peut-être que le fils, il prend pas que tu baisses sa mère. Puis c'est lui qui est encore plus dangereux. C'est parce que je pense que... Ah, je comprends ce que tu veux dire, parce C'est- que je serais comme l'héritier secret un Pas peu. l'héritier secret, c'est Walt a baisé ma mère, puis il le prend pas. Genre parce que tu sexualises sa mère, qui est pour lui quelque chose Ouais, d'impossible, ouais. et pour que ça disparaisse, il faut que tu souffres physiquement ou que tu meurs. C'est une démarche que, honnêtement, je trouve qu'il y a de noblesse dans ce que tu dis. J'aurais plus peur du fils. Je comprendrais le fils. Je serais comme, ben oui, t'as t'as raison. Oui, t'as raison. j'ai Ça se gaffé. fait pas, man. Ça se fait pas. Mais non, mais en plus, c'était 4 femmes assez élégantes, assez belles, vraiment élégantes, vraiment qui avaient vraiment une classe, j'oserais dire, qui correspondait pas du tout à mon Bixi. Fait que je me sentais un peu mal, mais ça reste un des grands rendez-vous ratés de ma vie. Penses-tu qu'ils t'ont choisi, entre autres, parce qu'ils se sont dit qu'il doit être pauvre? Ah, c'est parce sûr que oui. Ben, il est rachitique et il est sur un Bixi. Ouais. Fait qu'il est convaincable. Ben oui. Ben non, c'était pas compliqué, là. Je comprends. Mais ça ressemblait vraiment à un petit attroupement autour de moi. Tu sais, j'étais vraiment un objet de oh, c'est ça un pauvre, tu sais, on va l'inviter à notre. Il y aurait peut-être eu un petit côté genre The Hostel ou La Purge, là, tu sais, les riches qui tuent les pauvres. Peut-être qu'il y aurait eu ça aussi, hein. Style Eyes Wide Shut, sacrifice humain. On le sait pas. Fait que je pense que ultimement, j'ai pris la bonne décision de pas y aller, mais ça reste, comme je dis, un des grands rendez-vous ratés de ma vie. Alors, si, comme je sais qu'on est en train de percer le marché de Westmount avec deux princes, ben si ces femmes-là sont encore vivantes, première étape. Ouais. Si la COVID les a pas achevés. Oui. Parce que je parle de ça, ça va faire. Fait qu'elles doivent être dans le 70 là, aujourd'hui, là, quasiment. Là. Fin 60, début 60. Ils sont riches, fait qu'ils sont sans doute en vie. Oui. Puis, fait que si elle nous écoute, T'es encore ouvert, t'es encore Debra, ouvert. il y a moyen. Répondez juste à la question. C'était quoi vos plans? Ou écrivez-nous un email. Non, en fait, ouais, envoyez-nous un fax. Envoyez-nous un fax. Ouais. Changeons rapidement de sujet. Oui. On rentre-tu pour une des premières fois de nos épisodes très vite dans le sujet? Oui. Le stand-up. Oui, et là, je tiens à faire une mise en garde, Thomas. Go. OK, non, mais c'est juste pour pas qu'on ait l'air des gars de 110% qui pensent qu'ils connaissent ça, puis finalement, t'apprends qu'ils connaissent... Ce qu'on s'apprête à donner, c'est des opinions et Des impressions. des impressions, des appréciations, mais c'est pas des... on juge pas, puis il n'y a pas de présomption. Moi, c'est sûr, je te crée après. OK, Moi, mais... c'est sûr, je te crée après. Je tape sur la table puis je te pointe. Tu refais le 110%, c'était fou. Mon préféré, c'était Tiggy Aymon, parce qu'il était toujours debout puis il y avait le journal de Montréal ouvert. Ouais, puis c'était ça, puis il chantait à la fin. Mais... Tu sais que, hey, mais 110% est en deuil, ils ont perdu Pierre Rinfret puis Daniel Poulain. Bon, on les salue. Ouais. Qui a les salue, écrit des un grands des hommes. livres avec les dessous de 110% ou les coulisses de 110% a sûrement la couverture de livre la plus incompréhensible de l'histoire. Ah ouais? Ouais. Comment ça? Je sais pas. C'est comme un dessin de saloon avec des cowboys, mais c'est des faces des chroniqueurs invités mal dessinés. Oh. On dirait une affaire qu'on faisait genre dans Paintbrush ou Jeune écrivain. Ça a l'air de ça. C'est qui? Je m'excuse. Daniel Poulain, c'était un journaliste sportif qui participait à l'émission Culte 110%. Puis il a fait un livre qui s'intitule Les coulisses de 110%, qui doit pas être très bon. Allez. Ben, c'est surtout
Les coulisses de quoi? Je dis, il n'y a pas de coulisses. Ben, apparemment, il raconte que ça se battait pour vrai dans le stationnement. Oh, ça, est-ce que c'est ridicule. Imagine te battre parce que t'es pas d'accord avec comment l'avantage numérique du Canadien. Non, c'est pire que ça. T'es pas d'accord avec ce que François Gagnon a dit sur l'avantage numérique des... Tu sais, ou François Gagnon ou n'importe qui, là, mais ce que je veux dire, c'est que t'es pas d'accord avec ce qu'un journaliste en face de toi a dit à propos de l'avantage numérique des Canadiens. Il y a quelque chose de... Tu vois, autant il y avait une noblesse dans le fait de me faire tuer par le fils de mon amant. Ces gars-là, c'est clair qu'ils ont déjà frappé un arbitre de 11 ans. Voilà! Regarde ça. Ah, c'est pas bon. Ah, non, c'est pas bon. On dirait des extraterrestres. Ah, non, c'est pas réussi. C'est quoi le rapport? Non, c'est pas réussi. C'est quand même 5 étoiles, hein? Avec 6 votes sur Amazon. Oh, puis en arrière, c'est ordinaire. Oh, oui, oui. Ah, ça, c'est une BD. Ça, c'est autre chose. On dirait la BD de Lac Mégantic. Ils ont fait une BD sur Lac Mégantic. Oui, exactement. Bon, c'est super. Mais là, Merci Zoé. OK. On a dévié. Ben non, parce que ça, c'est de l'humour. Ça, c'est de l'humour. Oui, ça, c'était quand même une source d'humour pour moi. Ouais. Mais tu voulais parler de quoi, Thomas? Du stand-up. Ben, ouais. T'as découvert le stand-up quand, toi? T'as découvert que ça existait quand? Ben, c'est arrivé en deux. Tu sais, je veux dire, le concept du stand-up assez rapidement avec Juste pour rire et compagnie, puis les gars-là qui jouaient à Canal D pendant des décennies. Mais m'intéresser, puis l'étudier, le considérer, c'est arrivé beaucoup plus tard. C'est arrivé en 2012 à peu près. Fait que j'avais 25 ans. Puis, ouais, non, ça a été ça a été une découverte assez phénoménale dans ma vie. Parce que, ben, tu sais, je viens d'un milieu que c'est très les beaux-arts. Théâtre, musée, visite, peinture. Peinture, danse, tu sais, ce qu'on dirait peut-être... L'art noble. Ouais, en fait, c'est un peu ça. Fait que l'humour, ça existait. Mais j'ai jamais vu un spectacle d'humour de toute ma jeunesse. J'ai jamais vu... mes parents n'ont jamais encouragé ça. Il y a... Ce qui est très drôle. Mais non, mais c'est vrai, ils n'ont jamais dit « Hey, on va aller... » Tu sais, c'était... Mais c'était pas genre, ils dénigraient pas, c'est juste qu'ils n'en parlaient pas. Puis... C'est comme moi puis le volleyball. Je dénigre pas le volleyball, mais j'accorde aucune importance. C'est un peu ça. Puis le plus drôle, c'est que mes parents, quand je leur disais, c'est quoi, mettons, quand j'ai commencé à m'intéresser à l'humour, je disais, mais c'est quoi, mettons, votre numéro là, d'humour? Puis ils m'ont parlé d'une affaire de Rémi Girard au lundi des AA. Super. Où il faisait un chanteur qui n'était pas capable de finir sa chanson. Super. Et il m'en parlait là, en pleurant de rire. Puis, tu sais, je l'ai réécouté, puis sûrement qu'en 86, c'était drôle. Mais je fais ça, pour eux, c'est la meilleure affaire qui a jamais été faite en stand-up. Puis c'était pas du stand-up. Fait que j'ai pas grandi dans un milieu. Mais en même temps, je dis, c'est arrivé en 2012, mais c'est plus ou moins vrai parce que le premier show d'humour que j'ai vu, c'est le premier show de Louis-José. Puis ça devait être en 2005. Mais tu sais, Louis-José, c'était comme un phénomène un peu à part. Tu sais, c'était un humoriste, mais... C'était un truc un peu à part aussi. C'était un truc générationnel aussi, Louis-José. Fait qu'il y avait une affaire de je participais à ça, mais tu sais, j'aimais plus Louis-José que j'aimais l'humour. C'est un peu ça. Fait que c'est pour ça que je mets un genre d'astérisque. Mais ouais, c'est arrivé, en fait. Il y a eu une épiphanie c'est ça qui est drôle, c'est que mon amour de l'humour est arrivé à travers... avec pas l'humour, en fait. À travers le théâtre. Parce que d'une part... Ce qui est lié, là, ça reste de l'art scénique. Oui, c'est ça, exact. Puis, mais ce qui est arrivé, c'est arrivé comme je te dirais, en 2 étapes fondamentales. Peut-être 3 si on inclut Louis-José, mais il y a 2 étapes fondamentales. D'abord, à l'âge de 12 ans, à peu près 13 ans, je vais voir Cheech de François Letourneau, qui est une de ses... Pas mal la pièce qui l'a mis au monde, je dirais, dans une espèce de sphère, peut-être pas grand public, mais en tout cas, qui l'a positionné comme un auteur à surveiller au début des années 2000. Puis, puis Cheech, toutes les pièces que j'allais voir avec mon père, c'était des pièces de répertoire très classiques. Puis le théâtre québécois, c'était Marcel Dubé, Michel Tremblay. Fait que
Même là, c'est classique. Ce qui est devenu des classiques, effectivement, mais que dans le fond, tu sais, on me parlait de Michel Tremblay. Ah, ça, c'est la langue québécoise. Puis je disais, pas ma langue, moi. C'est pas des référents que j'ai, c'est rien. La waitress, là, qui prend des Cravenay, là, je sais pas d'où ça sort. Ça. Je sais que ça existe, mais c'est pas ma vie. Non, sort du théâtre, personne ne parle comme ça. Ben, ouais, ou peut-être dans des milieux très, très précis à une époque précise, voilà. Mais fait que quand j'ai vu Cheech, ça a été vraiment une révélation parce que ce que je voyais, c'était des gens un peu jeunes quand même, qui étaient dans la vingtaine, mais surtout, non seulement qu'il y avait une langue que j'utilisais, que je reconnaissais, mais que j'utilisais, mais en plus, des gags, des référents que je comprenais vraiment à 100%. Puis ça a été une grosse révélation de faire « Oh wow, OK, comme ma culture, mon identité peut se retrouver sur une scène. » Fait que ça a été un premier déclic. Je peux parler comme je parle dans la vie sur scène. Puis ensuite... Avec quel âge? Plus 18 ou plus 15? Non, plus 13-14. J'étais ado. Puis... non, c'est un grand moment dans ma vie, pour vrai, ce moment-là. C'est un moment que je souhaite à beaucoup de gens qui sont dans une quête artistique de trouver quelqu'un qui t'ouvre une porte, là, qui fait « Wow, tu sais, ça se peut, ça. » J'ai vécu Annie Hall, puis de Woody Allen. Ah, ben oui, je comprends. Toi, c'est ça ta révélation avec l'humour? C'est là où j'ai abandonné l'école. Annie Hall? OK. J'ai fait, j'ai pas besoin d'aller à l'école, je vais faire ça dans la vie. Je comprends pas pourquoi t'as lâché l'école. Continue avec... on va revenir à Annie Hall. OK. Parce que Woody Allen a quand même eu son importance après, là, mais... Puis au conservatoire, justement, ben, je découvre que je suis plus à l'aise dans le comique, dans le registre comique que dans le registre dramatique. Puis je dis pas que je suis meilleur, je dis juste que je suis plus à l'aise. Les idées me viennent plus naturellement, le naturel me vient plus facilement. J'ai des idées de gags dans des pièces, dans des scènes. C'est... Tu sais, en fait, j'écrivais des jokes dans les scènes, malgré moi, tu sais, avec des accessoires, des affaires de même, mais je savais pas que c'était ça. Pour moi, c'était juste améliorer la scène. C'était un appel, je trouve ça génial. Ouais, mais il y avait de quoi où... Tu sais, je te donne un exemple, mais c'est vraiment... je sais pas si ça va être clair, mais pour moi, c'est un moment où j'ai fait... Ah, il y a comme une... Il y a eu une sorte d'épiphanie face à moi-même, là. Je sais que ça fait pompeux, mais c'est juste pour dire que c'est là que j'ai découvert le plaisir. C'est que au conservatoire, donc, on présentait une pièce de Fédo qui est très claquement de porte. Un peu théâtre d'été, mais meilleur, là, mais comme très claquement de porte, Ciel, mon mari, quiproquo et tout. Puis je faisais j'arrivais en fin de scène, en fin de pièce, en fait. Puis souvent, ça, c'est les rôles qui servent juste à faire rire, ces rôles-là. Puis... la pièce, en gros, je fais une histoire courte, mais dans la pièce, le gars, il voulait montrer qu'il y avait inventé de la porcelaine incassable. Puis un des gags, c'était, il fait venir le président de l'armée, le président des contrats de l'armée, genre le responsable, puis il dit regardez, puis là, il en lance une, elle casse, il en lance une autre, puis tu sais, c'est comme ça la joke, en fait. Fait que ce qui fait en sorte qu'à la fin de la scène, t'as des tas d'éclises de céramique. Puis moi, j'arrive à la fin, puis je fais l'amant du gars, en fait. Yeah. Fait que, mais c'est pas un rôle. J'ai rien à dire. J'ai juste à dire que je m'appelle Horace Truchet. Puis c'est tout. Tout ce que t'apportes, c'est des rires. T'apportes rien à l'intérieur. Oui, puis je m'étais fait une vieille moustache des années comme on imagine un vieux français. Puis je m'étais liché les cheveux. Je m'étais mis un costume, mais un costume d'un genre de douchebag du début du siècle dernier. Fait que, mais là où, à un moment donné, j'étais censé rien dire. Puis il y avait des silences parce que c'était très genre « Mais là, c'est qui lui? Puis quoi? » Puis là, il y a un gros malaise de silence de qui et quoi, puis il se passe quoi. Puis c'était ça la scène. Puis moi, à ce moment-là, ma maladresse a fait que j'ai marché sur une éclisse pendant un silence. Puis ça a juste fait... Puis là, ça rit. Puis là, j'en ai fait un autre. Puis là, j'ai commencé à appuyer sur à chaque fois que je me déplaçais, mon but, c'était de marcher puis de faire du bruit. Fait que c'était comme le gars qui est pas censé exister, mais qui, malgré lui, existe. Puis là, j'ai fait « Hey, ça, quel plaisir de découvrir une joke qui était pas écrite, qui a comme, je pense, ajouté à la... » Fait que ça a été comme un appel où, à partir de ce moment-là, dans chaque scène que je faisais, je cherchais des blagues à trouver, à créer. Puis il y avait une autre pièce dans laquelle, dans le fond, je faisais un gars hypnotisé. Puis comme, j'étais comme... manipulé par mon serviteur, dans le fond. Tu sais, j'étais son maître, puis comme, t'avais pas de joke, en fait. C'était juste moi qui... Puis là, le but, c'était de faire rire. Puis ça savait que ça a été un autre moment parce que j'ai fait...
OK, il y a zéro blague. C'est juste, tu sais, c'était écrit dans la didascalie, il est hypnotisé, puis là, genre, il imite un singe. Mais c'est ça, là. Fait que là, fallait que je trouve une façon d'être drôle puis pas perdre le rythme. Puis ça a été comme super formateur pour, m'insérer dans un style de quelqu'un d'autre qui est Georges Feydeau, qui est pas le moindre des gars. 2, comment trouver des jokes, en fait. Mais ce que j'aime, c'est que c'était des blagues, mais c'était pas des blagues dans ma tête. C'était... Du jeu. C'était du jeu, exactement. Ce qui est génial, parce que les meilleurs acteurs comiques ne considèrent pas l'humour. Ils le considèrent très sérieusement. Ah oui, oui. Ça, c'est... Ben, en fait, quand vous regardez des grandes œuvres comiques, généralement, ce qui fait que c'est très, très drôle, c'est que les acteurs jouent la situation... Pour les boys. C'est premier degré. Ouais. C'est ça qui fait que c'est très, très grave. C'est très grave. Puis, fait que ça a été comme les moments fondamentaux. Puis à un moment donné, j'ai vu Fabrice Lucchini, qui est pas du tout un humoriste. Non, mais qui fait des one-man shows. Qui fait des one-man shows. Puis j'ai fait, c'est exactement ça que je veux faire. Puis là, c'est là que c'est apparu un peu. Puis ma carrière de théâtre marchait pas. Fait que là, j'ai fait, bon, ben, on fait quoi? Et là, Dieu merci, quelque chose existe à TV5 qui s'appelle On ne demande qu'à en rire. Ça, c'est pas bon. Et Dieu sait que ça portait bien son nom. Ça, c'est pas bon. On ne demandait vraiment qu'à en rire. Non, mais faut retrouver les gens, là. Si vous pensez que Boudère rayonnait... Non, mais Boudère, il vient de là. C'est la culture de Boudère. Oui, oui. Parce qu'il faut pas oublier... On rit beaucoup de Boudère, mais une des raisons pour qu'on se permet de rire de Boudère, c'est qu'il est gigantesque en France. Et des Boudères, il y en a comme 39 en France. Ouais. Puis la meilleure affaire, c'est qu'il faisait des sketchs, OK? C'était beaucoup du sketch. Et je te jure, il était noté, mais je te jure, là, c'est sûr que tu as vécu la même chose. Combien de fois, moi, j'aurais donné genre... C'était sur 20. Combien de fois j'aurais donné 4? 3,5. 3, 4. Ouais. Puis là, tu voyais 17, 16. T'es comme, mais voyons donc. C'est sûrement... C'était niveau oral mal préparé en secondaire 2. Ouais. C'était ça, le niveau. Avec tout le monde, la prof trouve ça super drôle, mais disait, ouais, mais lui, il est gelé. C'est pour ça qu'il est comme ça. Arrête, là, madame, il est complètement gelé, tu le vois pas. Là. Mais ouais, fait que ça, moi, je vois ça, je fais, hey, c'est insultant. C'est sûr, je peux être meilleur que ça. Puis c'est que. Bien que tu dis ça parce que je suis d'avis que pour un artiste, il y a 2 motivateurs. Le premier, c'est tu vois un artiste que tu fais wow. Je veux être comme lui. Il est tellement grand. Oh, j'y arriverai jamais. Il est tellement grand, il est tellement fort, il est tellement talentueux. Mais aussi, ce qui nous encourage, c'est voir un artiste tellement pas bon. Puis avoir du succès. Ouais. Rajoute le côté, non seulement il est à chier, mais il y a du succès. Puis ben là. J'ai ma place. J'ai ma place. J'ai ma place. La haine, cultiver la haine. Pas la haine, si lui survit, je vais survivre. Ouais, mais le pire, c'est Comme je suis d'avis que pour la plupart des cinéastes, ce qu'ils font du cinéma, c'est Kubrick et les films des sœurs Olsen. J'ai jamais vu un film des sœurs Olsen. C'est pas bon. C'est pas bon? C'est pas réussi. Comparé à Steven Seagal. C'est moins drôle. Mais c'est moins drôle. C'est moins drôle. Steven Seagal, c'est extraordinaire. Il est extraordinaire. Ses films sont parfaits. C'est toujours la même affaire. Courir? Run? Ouais, non, juste lui qui court. Il y a beaucoup de vidéos sur Internet. Il court vraiment, il court comme ça, avec les mains qui font n'importe quoi. Ouais, mais c'est un genre de maître nunchaku de katana de je sais pas quoi, lui. Tu sais la meilleure anecdote sur Steven Seagal? Non. La meilleure anecdote, c'est que... Y a-tu une chance, selon toi, que je connaisse une anecdote sur Steven Seagal? On en connaît plein. Mais mon anecdote préférée de Steven Seagal, c'est sur un tournage, il y avait un maître judo. Yes. Il est allé voir le maître judo, ou un maître jiu-jitsu, bref, puis il a fait, en passant, moi, si tu me fais une prise, je suis sûr que je peux m'en défaire. Il fait, ouais, non. Tu seras pas capable. Si je veux dire... Si je mets toute ma puissance, ouais, c'est mon... c'est moi-même, si un frère judo fait la même chose, ça marche pas. Ouais. Le truc, c'est pas être dans cette position-là, mais si dans cette position-là, t'es fait, non, je te jure, si tu me le fais, là, il va rien arriver. OK. Fait que là, devant tout le monde, il l'a pris, il l'a étranglé, puis il l'a tellement étranglé fort que Steven Seagal a chié dans ses culottes. Non. Je pense qu'à ce moment, Poséidon a parlé pour l'humanité. Oui, ça existe. Ah, il y a une vidéo? Je pense pas qu'il y a une vidéo. OK, mais ça existe, c'est répertorié. Ah oui, il y a tous les... Photo. Il y a des photos. Tu vas regarder les photos, je savais même pas.
Fait que voilà. J'aime cette C'est histoire-là. une grande histoire. Mais ouais, fait que c'est comme ça. Puis là, j'ai fait, mais j'aimerais ça apprendre à faire, parce que j'écrivais des monologues de théâtre. Fait que j'ai fait, je vais essayer de devenir meilleur. Puis là, c'est là que j'ai commencé à regarder l'humour de stand-up. Puis non, j'ai découvert quelque chose d'exceptionnel. Parce que moi, je viens du théâtre, tu sais, fait que l'idée du stand-up, c'est paresseux, c'est facile, il n'y a rien là, c'est faible, blablabla, c'est gratuit. Puis là, tu décides d'aller sereinement, puis comme juste dans une... Michael Gouin m'a déjà dit quelque chose de génial. Ouais. Il m'a dit tous les acteurs méprisent le stand-up, mais ils veulent tous les monologues dans une pièce. Ouais, exactement. Mais c'est tellement vrai, là. Puis c'est tellement... c'est sage comme parole. Mais le pire, c'est que c'est vrai. Puis comme j'ai assisté au ZooFest cet été-là, puis là, j'ai vu non seulement la variété... Qui est comme un de mes festivals d'humour préférés, le ZooFest, je pense, qui est vraiment trippant. Parce que c'est de l'humour, souvent, pour le meilleur et pour le pire, novateur. Fait que t'as beaucoup de concepts, t'as énormément de jeunes. Fait que T'as des gens qui cassent, t'as des gens qui... Ouais. T'as de la variété, t'as une variété d'humour, t'as une variété de style, t'as une variété... Fait que quand j'ai été voir le ZooFest, j'ai découvert l'artisanat de l'humour et, à plus forte raison, du stand-up et la communauté du stand-up, qui était pas du tout comme la communauté du théâtre. C'est quoi la différence? T'as pas de réputation qui te précède vraiment. En fait, en humour, j'ai trouvé que tu fais ta réputation. Je comprends. En théâtre, ta réputation peut te précéder, puis tu sais pas trop pourquoi, ni comment, ni d'où. Comme si t'as tes poches à l'école, t'es pas dans... Ça va être compliqué. Ouais. Fait que... En humour, il y a plein d'humoristes poches à l'école qui sont dans les bars qui... Ouais, qui s'émancipent, puis t'as plein de sur gens... Internet maintenant, là. Oui, ou t'as plein de gens qui ont carrément juste pas fait l'école. Fait que tu fais ça, j'ai aimé ça, puis j'ai aimé le côté... je sais pas à quel point c'était propre à ce temps-là, mais un peu, écris-moi, puis si tu veux essayer, tu viens. Tu sais, il y avait un côté très bienveillant ou en tout cas accueillant. Parce qu'on part tout à peu près du même. Puis c'est pour ça que ZooFest, je pense que c'était comme la meilleure place pour le découvrir parce que c'est tous des gens qui commencent, qui sont à peu près dans le même bateau, à quelques échelons près de moi aussi, fait qu'on va se tenir ensemble, fait que je vais te. Puis c'est là que j'ai découvert cette communauté-là que j'apprécie énormément, encore aujourd'hui d'ailleurs, là, que je trouve que c'est des gens qui c'est parce que c'est facile de dire que les stand-up et les humoristes veulent juste faire rire. Puis quand tu parles pour vrai des humoristes, il y a une démarche concrètement derrière ça. Il y a toujours... Je connais sincèrement... Puis là, je veux dire quelque chose. Ça veut pas dire que tout le monde me fait rire puis que... Ce que j'essaie de dire, c'est que moi, les humoristes que je côtoie, en tout cas, puis j'en côtoie pas mal, je connais personne qui prend pas l'humour au sérieux. Pour vrai. Puis qui a pas une démarche, donc, derrière son stand-up. Puis c'est ça que j'aime aussi. C'est qu'on est tous des gens individuels, mais on a tous une démarche concrète puis commune qui est... on va être le plus drôle, là, mais pas juste... On a tous une démarche différente, mais on veut tous le même résultat. Oui, en fait, c'est exactement... T'as bien dit les choses. Mais ouais, fait que c'est devenu un art que, pour moi, le stand-up, c'est probablement une des choses qui se rapproche le plus de la poésie. Puis c'est là où j'ai comme en plus aimé ça parce que c'est l'art des mots, c'est un art verbal. Tu joues avec les mots, tu joues avec les images, tu joues avec les rythmes, tu joues avec l'interprétation. Le tempo. Avec tout. Tu es tout seul, tu crées à toi tout seul un univers quand tu racontes une histoire. Il y a quelque chose de vraiment mystique, je trouve, dans le stand-up que t'as pas vraiment dans... En fait, ouais, il y a quelque chose de mystique pour moi dans le stand-up. Parce que ce qu'il y a d'encore plus fou, c'est que tu vas voir, puis j'ai eu cette chance-là, tu vas voir un festival de théâtre, je sais pas, ça va être des pièces très différentes, mais le décorum du théâtre va faire en sorte que il va y avoir une similarité. Je comprends. En humour, là, tu peux voir 3 numéros. Un open mic et le one-man show de Michel Côté. Mettons, je sais pas Michel Côté, mais... Michel Courtemanche. Michel Courtemanche, c'était tellement différent. C'est ça. Dans une semaine, tu peux avoir 5 shows, puis c'est 5 ambiances totalement différentes. Non, mais même dans un même show, dans un open mic, t'as quelqu'un qui fait de l'humour politique ultra engagé, t'as un autre qui fait de l'humour d'observation, puis t'as un autre qui va faire un personnage, puis... La seule chose qui va rester, c'est le décorum, c'est-à-dire du micro puis du mur de briques en arrière. Là, mais... Et le temps. Ouais, et le temps, mais sinon, ça va être 4 œuvres complètement différentes, puis tu sais pas à quoi t'attendre. Fait que
c'est un peu ça aussi que j'aime dans l'humour, c'est que tu sais jamais ce qui s'en vient pour vrai. Même en tant qu'interprète, tu sais jamais ce qui s'en vient. Ça, je suis pas d'accord. Non, mais tu peux prédire des fois avec l'expérience. Même pas que l'expérience. Le public aussi. Des fois, ce que le public nous reproche, c'est j'ai vu venir ta joke ou ton style. Ah, ok, dans ce sens-là. Ah oui. Oui. Oui, le stand-up, je comprends, là. Mais on va pas commencer à faire. On va pas commencer à. Puis à dire qu'il y a pas des choses clichés. Non, ok. Non, mais quand je dis tu sais jamais ce qui s'en vient, c'est au moment où quelqu'un entre sur scène. Pas quand il commence à parler. Au moment. Il y a des gens où ils montent sur scène, tu sais exactement ce qu'ils vont faire. Ouais. Exactement. Ouais, c'est vrai. Exactement. Ouais, c'est vrai. Puis c'est vrai que quand des fois tu montes sur scène, t'es comme « Ouh, ça va être difficile ce soir. » Ouh. Oui. Ah oui. Et c'est ce qui est génial aussi du stand-up. Je veux dire, du mauvais stand-up, c'est cool. Ouais, mais du mauvais stand-up, c'est cool jusqu'à temps que tu le vives toi-même. Puis qu'il n'y a rien de plus... Il y a une solitude. Ouais. Quand t'es en train de te planter, là, la solitude, là... Je rajoute quelque chose. Tu vas sûrement être d'accord. Quand tu le vis, c'est terrible. Ah oui. Donne-toi 2 semaines, c'est génial. Je veux dire, quand tu racontes jamais les... Je veux dire, les pires humoristes, ceux qui racontent leur bon show, ça m'intéresse pas. Les trucs les plus fun à partager avec les autres humoristes, c'est quand c'était la gueule. Ah oui. C'était de ta faute. Non, mais la pandémie a été riche en ça, là, les histoires de Zoom puis de Cinépark, là. C'était génial. C'est juste du désastre après désastre, hein? Ouais. C'est juste genre... Non, mais... Les gens n'ont pas vécu ça, mais tu sais... il y en a qui l'ont vécu. Non, mais tu sais, le petit moment qu'on a tous vécu sur Zoom où on essaie de se décrocher, là, comme... Puis il y a comme un moment où... OK, bye! Puis là, il y a comme un 5 secondes, on fait s'en aller. Puis là, c'est... Veux-tu vraiment t'en aller, là? L'espèce de double confirmation. Oui. Puis déjà, c'est gênant quand t'étais dans une réunion familiale, ce petit 5 secondes-là. Imagine quand tu viens de faire un corpo de 35 puis ça a pas ri. Comment c'est encore plus gênant. Puis qu'après ça, t'es tout seul chez vous puis t'es comme... C'est ça ma vie, jusqu'à preuve du contraire. Ah non, mais comme... Les meilleurs... mais... Sinon, on a vécu des choses différentes, parce que toi, c'est des... Parce qu'on a des carrières différentes, on a des styles différents. Toi, t'as vécu des corpos. Ah ouais? Moi, je vis des shows, j'ai peur de ma vie, là. Non, mais moi, j'ai vécu ça aussi. Ouais? Ben oui. J'ai vécu ça, des shows tout croche. Non, hey, je suis encore traumatisé par la sublime poseuse d'ongles de Laval sur le lac. Oui, ça! Oui. Que t'as éhontément insulté 4 fois plus tôt qu'une. Ouais, mais elle a cueilli Charles Pellerin. Oui. Ouais, ça a commencé... Je voulais pas qu'elle touche les cheveux de Charles Pellerin. Oui. Ironiquement, c'est plus possible. Non, ironiquement, c'est... D'ailleurs, son numéro est... C'est génial. Allez voir Charles Pellerin en show. Il est magistral. Ouais. Il est magistral. Son numéro, il en parle, là, c'est... Tellement bien fait. C'est émouvant, c'est brillant, c'est hilarant. Ouais. En fait, Charles, c'est un des... Moi, c'est un grand humoriste. Ouais. Là. Fait que, ouais, allez voir Charles. D'ailleurs, il va faire... En passant, je dis ça parce que je l'ai vu hier. Il va faire une tournée avec son autobus. Fait qu'il va aller dans les vignobles en région. Fait il passe son mois d'août. Fait que suivez-le si vous voulez. Good. Ça va être vraiment bon. Mais ouais, mais non, mais toi, OK, mais je comprends. Mais tu vois... Bill Burr, je sais pas si on en a parlé, mais je t'en ai parlé qu'à Conan O'Brien, il racontait comment... Conan, il a demandé, genre, comment tu te sentais quand t'es revenu dans la réouverture des salles, puis il dit, pour vrai, je me sentais comme sur les stéroïdes. Parce qu'il a raconté que c'était tellement de la dompe, les conditions de travail dans lesquelles il était depuis le début de la pandémie, qu'il a dit, ça m'a rappelé à quel point... dans le fond, c'est important de faire des gigs de scrap un peu parce qu'il dit quand tu commences les 8 premières années, je trouvais ça super encourageant. 8 ans, toi. Aux États-Unis, c'est différent. Oui. Ben, en même temps, mais ça, c'est intéressant, par exemple. Parce que il dit tu passes les 8 premières années à aller où tu peux. Mm-hmm. Puis à un moment donné, tu passes à travers ça, puis là, tu te fais inviter dans des vraies salles à faire des gigs de première partie, dans des vrais clubs. Puis là, tu n'as plus besoin de te battre contre l'environnement. Fait qu'il dit tu te ramollis un peu. Mais il dit, ça m'a rappelé à quel point il fallait que je retourne me mettre en danger dans des conditions de scrap. Fait que c'est pour ça que c'est ça aussi que j'aime de l'humour, c'est que c'est quasiment un sport des fois. Moi, je me bats encore. Un truc que je fais souvent, c'est je vais dans des shows anglophones puis je fais de l'humour en français. Tu veux vraiment savoir si ton matériel est bon, là, puis tes références, va faire un show en français. Parce qu'ils peuvent pas t'empêcher de parler en français, ils t'empêchent pas de parler en français. Ouais. Tu vas dans un show, ils disent tout le temps que c'est bilingue, mais vite, rapidement, tu te rends compte que c'est un francophone site. Je veux dire,
3 Pakistanais puis 6 Indiens sur le show. Là. Je vais être le seul francophone à soir. Et il faut que tu te battes. Ça se passe comment? Jamais bon. OK. Mais jamais mal. Oh oui. Ah oui? Ben oui. Des fois, ils ne s'intéressent pas à toi, ou t'es pas intéressant, ou tu te choques. Des fois, tu te crées une histoire, puis là, t'es coincé. Mais un truc que j'ai développé dans ces shows-là, premièrement, tu réalises, waouh, j'ai beaucoup de références dans mes jokes. Ouais. Je m'appuie beaucoup sur des références québécoises. Et deuxièmement... Montréalaise aussi, souvent, en plus. J'aurais plus la culture québécoise. Ah ouais, OK. Au contraire, je parle beaucoup de Montréal quand je suis dans ces shows-là. Parce que c'est souvent Montréal. Oui, non, je sais, mais... show anglophone à Victoriaville. On sait pas. Et aussi, surtout, ce que je développe, c'est joue ton matériel. Ouais. Et puis joue au maximum. Et je veux dire, ce qui... Parle beaucoup avec tes mains, fais des faces. Faut que tu communiques avec autre chose que ton langage. Tu fais du Sébastien Maniscalco, dans le fond. Ouais. Tu sais que c'est comme ça qu'il a commencé. Ses grands-parents parlaient pas anglais. Fait que quand il racontait ses journées à l'école, il mimait. C'est comme ça que ça a commencé son style, mettons. Il le raconte dans son livre. Ironiquement, je parle beaucoup avec mes mains. Parce que, encore aujourd'hui, toute ma jeunesse, j'ai eu des problèmes d'élocution. Je parlais trop vite, on ne comprenait pas qu'est-ce que je disais. Alors, je me suis mis à parler avec mes mains. Je me suis mis à gesticuler. Comme ça, les gens comprenaient ce que je communiquais, même s'ils ne comprenaient pas les mots. Ça, c'était ton exemple de on te comprend. Mais un peu, puis aussi, ça attire l'attention et ça fonctionne. Et j'ai un truc que j'ai compris aussi. J'ai beaucoup parlé avec mes mains, parce que j'ai grandi avec beaucoup fait que t'es un peu italien à quelque part. Je dirais plus maghrébin. Ah! J'ai grandi avec des Marocains et des Algériens, fait que ça n'a jamais dérangé. C'est quand j'étais entouré juste de blancs. Moi, c'était à l'école de l'humour qu'on m'a dit que je parlais trop avec mes mains. Quoi? C'était à l'école de l'humour qu'on m'a dit que tu parles trop avec tes mains. Ouais, mais t'étais auteur. Ben ouais, mais tu parles tout le temps dans les cours. Oui, c'est vrai. Non, moi, je suis encore très, très attaché à l'école, pour vrai. J'ai une dette éternelle envers l'école. Je suis vraiment attaché, fait que je vais la défendre jusqu'à la fin de mes jours. Pour vrai. C'est génial, ce que tu viens de dire. Ce que tu dis, c'est j'ai pas un regard... Objectif. Non. Je fais juste défendre aveuglement quelque chose qui est non, mais non, je suis capable d'avoir une objectivité, mais c'est sûr que je l'aurai jamais. Tu sais, je suis capable de dire... Je suis capable de voir... je suis capable de voir que, tu sais, peut-être des choses... Tu sais, je serais capable de dire, pour l'avoir vécu, des choses que, par exemple, tu sais... Mais ce que tu as vécu, c'est plus ça. Non, je sais, puis c'est ça aussi qui est particulier, c'est quand... Le panorama est plus le même non plus, mais n'empêche que... Message aux humoristes, parce que j'ai déjà trop parlé de l'école de l'humour, ça va faire. Là. Mais les humoristes, parce qu'une fois, j'ai eu ça dans une loge, parce qu'il y a un humoriste qui nous a demandé est-ce que j'aurais fait à l'école. Et moi, je me suis pas dit non. Et l'autre humoriste a dit non, c'est outrageux ce que tu viens de dire. Là. Ah, j'aurais été sûrement cette personne-là. Sans oui. Et j'aurais été cette personne-là officiellement. Message aux humoristes qui disent aux autres humoristes hey, fais l'école. Juge l'école pour ce qu'elle est en ce moment ou ce qu'elle va être l'année prochaine, l'année que l'humoriste va s'inscrire. Ne juge pas l'école pour ce que toi t'as vécu. Parce que l'école change. Alors, oui, mais... on entend oui, fais l'école parce que moi, ça m'a apporté tel truc. Ou moi, j'ai vécu ça, Soit. Mais ton expérience va jamais être recréée. Ouais, mais tous ceux que j'ai vus récemment sortir de l'école, je veux dire, ils sont vraiment bons. Ils sont-tu bons grâce à l'école ou sont bons parce qu'ils font beaucoup de stand-up? Ça paraît qu'ils ont une technique puis qu'ils ont une méthodologie. Ça paraît... Pas toujours. Ben non, mais là, après, tu fais ton école comme tu veux, mais je veux dire, moi, je trouve que ça paraît, les gens qui sortent de l'école... Pour moi, ce que je veux dire, c'est que l'école, c'est vrai qu'elle n'est pas nécessaire pour tous les parcours. Puis je pense que même l'école le reconnaît. Tu sais, c'est pas tous les parcours nécessairement qui ont besoin de te mener à l'école. Mm-hmm. Mais il y a des parcours qui ont besoin de l'école. Encore aujourd'hui. Pour vrai. Mais il y en a. Il y a des gens, ils veulent faire de l'humour, ils n'ont aucune idée de comment ni par où commencer, qui rencontrer. Moi, ce qui me fait beaucoup rire, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui veulent faire l'école et qui disent « Ouais, moi, je fais des shows depuis l'âge de 16 ans. » OK. Toi, depuis l'âge de 16 ans, tu as trouvé le moyen de rentrer dans des clubs. Dans des clubs. Tu as cette intelligence-là puis cette débrouillardise-là, va pas à l'école. Mais si t'en fais depuis 16 ans puis t'en as genre 24, ça veut dire que ça fait 8 ans que t'en fais. Mm-hmm. Mais peut-être que t'as juste le goût de prendre l'étape suivante. Tu sais, à quelque part,
Quelle étape suivante? Ben, c'est comme. Moi, je vois ça comme un joueur de tennis, mettons que tu t'apprends à jouer au tennis, tu deviens bon, puis à un moment donné, tu as un coach qui arrive puis qui te fait prendre le. Tu sais, comme. Qui te fait passer à l'autre niveau. Je pense pas que l'école t'amène à Moi, t'apprends les procédés, puis t'apprends après ça à les camoufler. Ouais. Puis à les truquer. Certains sont capables. Oui, c'est ça. Mais ça c'est là que c'est le fun, l'humour. C'est quand tu commences à... Ah, voici pas la recette, mais c'est une sorte de recette, un peu les procédés. Là. C'est des procédés, en passant, pour ceux qui savent pas c'est quoi, c'est... Comment on pourrait expliquer un procédé, dans le fond? C'est une mécanique de blague, un peu. Tu sais, que t'as une règle de 3, tu sais, pas drôle, punch, mettons, ou comparaison, exagération. Bon, ça, c'est des procédés. C'est des figures de style. En fait, oui, c'est des figures de style. C'est des figures de style humoristique. Donc, moi, je trouve que... Moi, j'ai vu ça comme faire du solfège, en fait, ce cours-là. J'ai vu ça comme apprendre à faire tes gammes quand tu veux jouer du piano. Ben, tu peux pas jouer Chopin tout de suite en partant. Faut que tu apprennes à faire tes gammes, faut que tu apprennes à faire ton solfège. Puis après, tu vas pouvoir jouer. C'est vraiment comme ça que j'ai vu ces cours-là pour moi. C'était pas mes cours préférés, mais c'était des cours que je me disais, si je veux atteindre mes objectifs, j'ai pas le choix de maîtriser ça. Puis c'est comme ça que j'ai vu beaucoup de... Puis tu vois, c'est ça la différence avec le conservatoire où je voulais être le meilleur dans tous les cours. Je voulais alors qu'à l'école... Ouais, alors qu'à l'école, c'était plus... Je comprenais plus l'aspect pédagogique de l'exercice. Puis, tu sais, moi, mettons, je dirais, si tu penses aller à l'école... Moi, tu vois, j'ai une autre chose. Regarde les gens que tu apprécies en humour, puis regarde d'où ils viennent. Ça, en général... Mais ça revient à ce que je dis. L'école n'est plus ce qu'elle était. Alors... Mais on ne sait pas encore ce qu'elle est. On va le savoir, tu sais, comme dans quelques... Parce que moi, ce que je vois aujourd'hui, les jeunes, je trouve qu'ils sont vraiment d'un bon calibre, même excellents. Ils sont pros. J'ai l'impression que Netflix et YouTube aident bien plus. Mais moi, je vois ça comme un complément. Je vois pas ça comme une opposition. Oui, je veux dire, YouTube, c'est gratis. Moi, là, dans la vie, là, si tu demandes aux gens 15 000 $, c'est où d'être excellent? Puis c'est pas excellent en ce moment. C'est pas excellent. 15 000 $, c'est énorme, 15 000 $. C'est beaucoup. Tu demandes à des jeunes, donne-moi 15 000 $, je vais t'enseigner l'humour. Non, mais sur YouTube, tu peux l'avoir gratis. Ben là, non. Ouais, mais c'est un réseau, c'est plein de... De moins en moins. De moins en moins? De moins en moins. À une époque, là, c'est vrai. Nous, quand on a commencé, si tu disais « Salut, j'ai fait l'école de l'humour, je peux t'avoir un spot », t'avais un spot. Ouais. Parce que t'as fait l'école de l'humour. C'est plus vrai, ça. Je connais très, très, très peu de bookers qui font « Il a fait l'école de l'humour ». Ça veut dire que c'est un humoriste de qualité. Ça n'existe plus. Ensuite, il y a beaucoup moins de repérage à l'école de l'humour qu'il y avait aujourd'hui. Avant, il y avait du repérage. Là. Ben, en fait, avant, c'était les shows de finissant, c'était l'espèce de rendez-vous de l'industrie où tu venais faire un repêchage, dans le fond. C'est plus vrai. Il y a bien plus de repérage qui se fait sur TikTok ou qui se fait à l'open mic du bordel. À l'open mic du bordel? Ouais. OK, je suis vraiment déconnecté, ça veut dire? Et ça change. Je veux dire... Ah oui, non, mais ça, c'est clair. Les choses évoluent. Non, mais ça, c'est clair. Les choses évoluent. Mais je veux dire, il y a des gens qui ont besoin d'un cadre académique dans la vie, puis ça, c'est important. Ouais. Fait que c'est pour ça que moi, je la défends, puis moi, j'ai eu besoin de ça. Fait qu'effectivement, tu as raison de dire que faut nuancer. C'est pas pour tout le monde. Mais ça moi, je répète, ce que j'ai vu, je ne sais pas pour aujourd'hui. S'il y a des jeunes auteurs qui veulent commenter, allez-y. Mais moi, en 2010, toi. Le programme d'auteur était beaucoup mieux que le programme humoriste. C'était vraiment un meilleur programme, objectivement. Ah, programme auteur, c'est un excellent programme. C'est vraiment un bon programme. Être auteur, là, si tu sais, tu vas apprendre à écrire dans toutes les conditions puis dans toutes les formes. L'ennui, c'est qu'aujourd'hui, le programme auteur est extraordinaire. À mon époque, je ne sais pas s'il l'est encore aujourd'hui, mais l'ennui, je pense, avec les auteurs humoristiques, encore là, si je me trompe, corrigez-moi, il y a de moins en moins d'espace pour écrire. Il y a de moins en moins de sitcoms. On a moins besoin d'auteurs. Mais tu as beaucoup de variétés, par exemple. Tu as énormément de shows de variété à télé. Mais tu n'as pas besoin d'auteur pour faire ça. Il y en a tout le temps un quand même. Il y en a tout le temps un. Puis cet auteur-là, rapidement, il ne devient pas bon parce qu'il ne pratique plus. Il est super riche. Bon. Pas bon, c'est ça. C'est un métier précaire. C'est un métier qui fait en sorte que... C'est tellement difficile d'écrire au Québec. Tellement difficile. Ben c'est ça. C'est pour ça que j'ai abandonné. Mais c'est pour ça que aussi, quand on t'offre une gig, tu fais « Je vais essayer de faire de mon mieux, étant donné dans les paramètres offerts. » C'est un peu, moi.
Ah, moi, tu vois, la pub, là, ça... je sais pas. Le milieu de la pub, c'est un milieu que j'aime pas beaucoup. T'aimes pas Crystal Meth? Bon, et voilà. Ça m'a étonné. Si vous aimez Crystal Meth, la publicité! Ben, la cocaïne aussi, je Et pense. la cocaïne, Ouais. les deux! Puis si vous aimez vous habiller en noir avec une petite palette, une petite casquette 5-panel noire. La publicité! Ouais. Si vous aimez parler des gens qui parlent comme une toune de Loud, un peu, là. La publicité! Ouais, tout. Et c'est ça que j'aime. Si vous voulez un petit aperçu, allez à la Panthère Verte au coin, Saint-Viateur et genre de Gaspé. Tous les locaux de publicité sont dans le coin. Allez dîner là. Vous allez avoir une immersion et entendre des réunions. Et si vous toffez plus que 6 secondes... C'est pour vous. C'est pour vous. C'est pour vous. C'est pour vous. Mais non, mais n'empêche que l'école de l'humour, pour moi, c'est une école qui t'apprend à être créatif. Parce que moi, ce que j'ai appris, c'est pas tant, oui, le stand-up, mais j'ai appris à faire des web-séries à l'époque où ça valait de quoi. Parce que j'ai adoré l'école de l'humour. Ouais. T'apprends à vivre sous pression. Oh, ça, c'est clair. Et ça, c'est pas ironique. Ça, c'est vrai. Ça t'apprend à vivre sous pression. Avec des éléments que tu contrôles pas. Ouais, comme tes collègues. Ouais, et des dates de remise, puis Ouais. des choses comme ça. Et tes collègues. Ouais, puis de l'équipement qui était peut-être... en tout cas, ils ont renouvelé les ordi, mais mettons qu'à mon époque, j'étais arrivé dans l'espèce de crack de divan de... Et des collègues. Autre truc aussi. Des collègues. Oui, c'est Toi, terrible. t'as aimé ta classe? Non. J'ai adoré les auteurs, des humoristes, des fois, c'est... Oh. Parce que c'est un peu les vedettes de l'école des humoristes. Oh, ouais. dès qu'il y en a un qui fait le Saint... Dès qu'il y en a un qui... Moi, hier, j'ai fait le Saint-Boire, mon ori, puis il flotte là-dessus pendant 6 semaines. Là. Si tu fais l'école de l'humour, tu peux tomber sur des gens qui vont... Ta cohorte, moi, je l'ai vu, là, c'est arrivé. Là. J'ai vu des gens de talent. Et ils mettent tellement pas leurs collègues qui ont abandonné l'humour. Ah ouais? Parce que l'école de l'humour, ce que ça fait, ce qui est faux, ça te donne l'idée que je vais tout le temps voir ces gens-là parce que c'est mes collègues. Ah oui, ça c'est vrai. Ce qu'on oublie, c'est que nous, on a des gens là, qu'on n'apprécie pas. Il y a des gens qui ne m'apprécient pas. Ils abandonnent pas, ils me voient pas, puis c'est tout. Non, mais... Parce qu'à l'école de l'humour, tu les vois à chaque jour. Il est à côté de toi. Ouais. Mais ouais, ça, t'as raison. Puis Mais ça, c'est une des choses aussi que, rapidement, parce que j'avais fait le conservatoire avant, moi, tu vois, ce rapport-là de on va être des collègues, mais on va pas être des frères d'armes, là. Tu sais, dans le sens, ben, je veux dire, on va s'aider, puis on va être polis, puis tout ça, mais on va pas se fonder une troupe, puis se partir une soirée toute la gang ensemble, là. C'était... toujours bon, ça. Les groupes qui parlent avec de l'humour. OK, est-ce que je parle rapidement de moi, de mon rapport stand-up? Ouais, parce que je veux qu'on parle de... OK, on va se rendre à Woody Allen. Moi, tout commence quand j'étais enfant. J'adorais raconter des jokes de rue, des jokes pas bonnes. Des jokes de boudeur. Ouais, Ah, t'étais boudeur! j'étais boudère. Fait que c'est pour ça que tu l'haïs, tu te reconnais en lui. Mais moi, j'ai pas 42 ans, je suis passé à autre chose. Non, non, lui, il a gardé l'enfant en toi. Lui... Dans le fond, je déteste l'enfant en moi, Oui, c'est ça, boudère. c'est ça que c'est ça. C'est ultra psychanalytique. Oups. C'est ultra psychanalytique, boudeur. C'est que c'est une projection de ton enfance réussie. J'étais un grandeur en plus, puis moi aussi, je portais tout le temps une casquette. T'étais-tu beau comme lui? Malheureusement, non. T'étais plus laid que lui? Ah, Boudère est beaucoup plus beau. Oh my God. Boudère, il dégage une sexualité que j'aime beaucoup. Il dégage un érotisme indéniable. Quoi? Mais oui. Boudère, il dégage un cochon. Là. Il te prend, Hein? c'est bon. Ah oui. Hey, là, on va pas repartir sur le débat Mathieu Bock-Côté, mais... Non, ça, c'est différent. Mais du bas côté, c'est parce que... Bref. Non, mais Boudère n'est pas Mathieu Bock-Côté. Mathieu Bock-Côté, j'étais prêt à dire que... J'étais juste pas prêt... En passant, on a plein d'éléments de preuve Oui, mais... qu'il est cochon. Oui, mais moi, mon point avec lui, c'était pas... C'est pas vrai, c'est pas la première chose qui apparaît. Alors que toi, tu dis c'est la première chose. Non, pas pour moi. Mais Boudère, c'est pas la première chose qui apparaît. C'est son génie comique. Deus Comici. Oui, Deus Comici. Avec une face de même, tu sais qu'il va manger tes fesses. Oh, J'ai pas tort! Ça, c'est vrai! Mais j'allais... Hey, yo! Mais sérieux, là, honnêtement, là, je viens de m'en rendre compte. Ouais, mets-le! Oh, ouais! Oh, ouais, puis il mange bien, là. Ouais. Il mange bien, c'est bon, c'est Pourquoi on bon. parle de ça? fait du bisou. Ouais. Pourquoi il y a un... Ça réveille les voisins. Les voisins, ils appellent. Ils font, c'est quoi ce vacarme? C'est je mange un cul. C'est ça, ce vacarme, c'est je mange un cul. Habite-toi, il va en avoir d'autres. Moi, je me dissocie de ce qui est en train d'être dit en ce moment. Pas ça, là, on t'associe. Ah ouais? Non, moi, je pense que Boudère... mais j'allais faire Quand une... il baise, il garde le chapeau. Mais oui. Mais C'est ça, j'allais man. faire une joke, mais... Il garde le chapeau, man. À la fin, t'es un petit peu croche.
J'allais faire une joke. Une joke de chapeau. Non, j'allais faire une joke, mais... Ah, vas-y, c'est sexuel. Non. Je veux t'entendre faire une joke sexuelle. Je Mais t'écoute. j'ai dit, est-ce que c'est étonnant que quelqu'un mange bien le cul quand il y a une face de cul, tu sais? Ah, ouais. Poséidon la trouve drôle. Mais c'était une blague gratuite. Je pense que même Boudard la trouverait drôle. Convaincu, il va t'envoler. Non, c'est pas un voleur. Non, Boudard est pas voleur. Il est pas voleur. Je retire tout Il ce que prend j'ai les blagues des années 40 qui modernisent. Oui, puis je ne vais pas croire que c'est les siennes. Fait que je retire ce que j'ai dit. Fait que moi, mon humour du stand-up a commencé par les jokes. Il est émouvant, Boudard. Il est pas émouvant. Il est bien des affaires, mais il est pas émouvant. C'est un peu le grand P de l'humour. On va pas faire. Non, on va pas faire. C'est le moment grand P. Non, on fait pas le tour là, de tout le monde épouvantable du podcast. Ça va, là. Ça va finir à Selling Sunset. Là. Non. Tu sais, ça a l'air de quoi? Ça a l'air comme si parce que je dis que grand P, grand T, grand M, c'est comme les Power Rangers. Ouais, c'est génial. On dirait quand c'est le temps de trouver quelqu'un, de se battre contre Boudin, on appelle grand P, grand T, grand M, puis ils se unissent. J'aime ça. Puis lui, c'est le vilain. J'aime ça, c'est le vilain. J'aime ça, lui, c'est la. Mais il y a le chapeau. Il y a le chapeau du méchant. C'est vrai. Alors, ça a commencé par des petites jokes. J'ai vu des petites jokes. Oui, juste pour rire. Moi, contrairement à toi, mon père encourageait l'humour. Il aimait beaucoup rire et il aimait beaucoup l'humour. Non, c'est assez, on l'a assez vu, Boudin. Une dernière chose. Ouais, une dernière chose. Pourquoi? Il faut mettre les écouteurs. Ah! Pourquoi on écoute ça? Non, j'enlève. Ok, je vais pas mettre. C'est quoi ça? C'est le son que Boudin fait quand il mange un cul et c'était un cochon qui s'abreuvait. Ah! C'est réussi comme joke. Ah! C'est réussi. Ah, ben oui. Merci, Poseidon. C'est extraordinaire. Je suis très content de ça. C'est un apport inestimable en ce Pour moment. vrai, ouais. J'ai commencé par faire des jokes. Ensuite, j'écoutais beaucoup de gars juste pour rire. Est-ce que t'étais dans la période Jacques Chevalier en coulisses? Ouais. Avec Serge Thériault. Je Puis trouvais que c'était réussi. ouais. J'aimais ça, cette période-là. Ouais. Je trouve ça cool. Puis c'était Les l'époque deux où- bonhommes en régie, là. Ouais, je trouve ça bon. Sûrement parce que j'avais 7 ans. J'aimais beaucoup ça. Un numéro qui m'a marqué d'un gars Ouais, juste pour rire. ça m'intéresse. Michel Barrette a fait un numéro où il était en colère. Et c'est lui pendant 8 minutes qui pogne les nerfs puis qui crie. Et j'ai trouvé ça tellement drôle et tellement libérateur. Ouais. Et j'ai adoré ce numéro-là. À ce jour, je trouve que c'est un numéro qui marche encore. Il y a une joke. C'est des jokes du genre, je me rappelle, il disait ah ouais, le pont Jacques-Cartier, il est bloqué. Vous savez pourquoi? Il leur peinture. Le problème, c'est pas la couleur, c'est la largeur. Je trouve ça super drôle. Puis l'énergie, je trouve ça super cool. Il rentre sur scène puis il est fâché. On dit qu'il a hâte de s'en aller. Il y a de quoi à dire. Ça m'avait marqué, cette énergie-là. Parce que la part des stand-up comiques était très posée. Ouais. Et lui, c'était je suis pas là pour faire rire. Je suis là pour exprimer une rage. Puis ça m'a beaucoup parlé. Après, en plus, j'ai découvert Sam Kinison. J'ai fait OK, cool, ça existe. Ah, OK, fait que toi, t'es tout de suite passé à l'humour américain, là. Très tôt, moi. Ah ouais! Mon enfant. Ben, ce qui m'a fait tomber en amour avec le stand-up, je devais avoir 12 ans, 11 ans, 13 maximum. Ouais, non, 13, vu qu'on... C'est le film Bowling for Columbine. Je suis humoriste grâce au film Bowling for Columbine, parce que dans Bowling for Columbine, Ah, je pense que je sais il y a que... le monologue de Chris Rock Exactement. sur les armes à feu. Qui est tellement brillant, là. Ouais. Et c'est ce monologue-là qui a ouvert mon cerveau, qui a fait OK, le stand-up, ça peut... C'est pas juste des jokes. Tu peux avancer une idée. Ça peut être humaniste. Non, puis je fais du millage vas-y. là-dessus. Dans Bowling for Columbine, les gens... C'est une excellente comédie. C'est une meilleure comédie qu'un documentaire. Ouais, mais Trey Parker et Matt Stone... En fait, les artistes dans Bowling for Trey Parker Columbine... est pas là. c'est Matt Stone? Ouais. Et comment dire? Le cartoon. Ouais. C'est pas eux autres. Ah, j'étais sûr que c'était eux. Non, c'est de la manipulation. Ah ouais! Voici parce que Trey Parker a une arme à feu. Il est contre le registre des armes à feu. OK. Il faut le savoir. Dans le film, ça montre aussi la force de Michael Moore. Michael Moore, c'est un excellent manipulateur. C'est pour ça que pour moi, Michael Moore, c'est un des meilleurs metteurs en scène. J'ai appris à faire la mise en scène grâce à Michael Moore. Il fait des grands films. Maintenant, il faut que tu saches que c'est des grandes œuvres de fiction plus que des Ben, documentaires. c'est hyper biaisé, en fait, là. C'est pour ça que c'est bon. C'est bon dans la mesure où tu veux... Mais il faut que tu aies un pas de recul. Où tu veux être. Le but, c'est pas de changer ton opinion. Le but, c'est d'être diverti. Ouais. C'est une bonne source de divertissement. C'est plus qu'une source d'information. Dans le documentaire, il fait venir Matt Stone, parce que Matt Stone vient du Colorado, puis il vient un peu de la région de Columbine, fait qu'il explique c'est quoi être être à Columbine, être dans cette région-là.
Et juste après Matt Stone, il met le cartoon. Ça laisse sous-entendre que le cartoon est fait par les gars de South Park. Oui, parce qu'il ressemble un peu, hein? Oui, mais il dit jamais que c'est eux. C'est de la manipulation. C'est une manière de faire passer quelque chose sans que... Mais ce que j'allais dire, mais je savais pas... Il faut mentionner aussi que le meilleur tour de passe-passe qu'il a fait Michael Moore, c'est pour son premier film, Roger and Me, qui est son chef. Ouais, qui est vraiment bon. C'est un grand film. C'est une grande mise en scène. Et dans le film... La passe des madames là, qui sont qui attendent la vie, là, genre, il y a personne qui vient, il me semble, là, dans le golf, là, c'est une affaire de même. C'est possible. En tout cas, c'est un club de madames, puis ils font... C'est des femmes de hauts dirigeants, et ils leur demandent qu'est-ce que vous faites, puis leur réponse, c'est un silence. Oui, ils font rien en Rio, oui. Ils font rien. C'est merveilleux, ce moment-là. Mais le meilleur moment de manipulation, c'est que dans la ville, Flint, il y a une vedette qui vient de Flint. C'est un gars qui fait des shows de télé. Ouais. Et dans le show, ce qu'on voit de lui, c'est qu'il compte des jokes anti-juifs, là, comment on dit ça? Antisémites. Ouais, il compte des jokes antisémites. Nice. Il est cadré, puis il compte des jokes antisémites. Mais ce qu'ils ont fait, c'est que le gars fait semblant qu'il fermait la caméra. Ah oui! Il a dit, oh, compte-moi des jokes. On est entre nous autres, il a fermé la caméra, puis il s'est mis à côté des jokes antisémites. Mais ça, il l'a mis dans le montage final. Fait que dans le film, t'as juste, cette vedette. Puis il montre à quel point cette vedette-là, il est, selon le film, là, il est hypocrite. Et c'est juste un gars qui se calisse de Flint, puis juste pour l'argent. Ça coupe, puis il fait des jokes antisémites, puis ça coupe à lui, ça coupe à autre chose. Fait que tout ce que tu vois de ce gars-là, il dit, ce gars-là, c'est une petite vedette de télé. Vraiment. imbu de lui-même, coupé à lui qui regarde dans le Kodak, qui fait des jokes antisémites, ça passe à autre chose. Côté mise en scène, c'est un chef-d'œuvre, impeccable. Côté rigueur intellectuelle, plus douteux. Mais ce que j'allais dire, c'est que je trouvais que dans Bowling for Columbine, les gens qui sont... Ça a gâché la vie de ce gars-là. Ah, c'est sûr. Mais je trouvais que ce que disait Trey Parker, c'était sûrement... Puis Marlon, en tout cas, c'était Matt Stone. C'était Matt Stone, excuse-moi. Ce que disait Matt Stone, c'était sensible et intelligent. Parce qu'il expliquait c'était quoi la... Tu sais, quand il dit c'était douloureusement ennuyant. Ouais. Ça, c'est l'adolescence, généralement en banlieue. Là. C'est un ennui douloureux. Puis le bit de Chris Rock, moi aussi, ça a été une révélation. Je comprends ce que tu veux dire par là. Fait que j'ai eu ça. Ensuite, j'ai découvert Louis José Hood. Louis José Hood, qui, de leur clip... Moi, les clips, je m'en foutais. C'était son stand-up du début. Ouais. Parce que c'est du stand-up. C'est lui qui s'adresse directement à la caméra. Il n'y a pas de public, mais c'est du stand-up. Il y a le frère à Martin Petit, là, Richard Petit, qui riait beaucoup. Ha, ha, ha. Ouais, puis Gilles Guindon qui passe en arrière. C'est pas les meilleurs bouts, ça. Ah. Ouais, c'est pas les meilleurs bouts. J'aimais beaucoup. C'est comme ça que je suis tombé en amour avec le stand-up. Je me suis intéressé. J'ai perdu un peu l'intérêt parce que, avec les années, je me disais, parce que je savais pas quoi écouter, c'est un peu très similaire. Il n'y a pas beaucoup de points qui sont véhiculés. Il n'y a pas d'idée vraiment. C'est plutôt... Ben, c'était l'époque aussi, là. Pas l'époque, c'est mon manque de culture. C'est que je savais pas. Ah, ok. Je comprends. Et on arrive à Woody Allen. Ouais. C'est en découvrant Woody Allen dans le film Annie Hall que je suis retombé en amour avec le stand-up et j'ai fait ça peut être tellement intelligent parce que dans Annie Hall, il casse le quatrième mur, ce qu'on appelle. Il parle directement à la caméra. Puis il y a des sous-titres en plus, comme pour expliquer les intentions. Le public est souvent interpellé dans Annie Hall. C'est du stand-up. Et il joue du stand-up. Il joue un stand-up. Ouais. C'est très, très, très stand-up. C'est aussi, à mon humble avis, écrit comme un set, comme un show d'humour. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment d'intrigue. C'est-à-dire que c'est des bits. Alors là, c'est le bit où je la rencontre. Alors là, c'est le bit où on n'est plus ensemble. Là, c'est le bit où on essaie de manger des homards. Voilà, c'est le bit là où je fais de la... C'est écrit en bit, un peu comme les beaux malaises sont écrits. Et le film de Louis... la série que j'aimais beaucoup, Louis, de Louis C.K. Oui! C'est écrit en bit. Ouais, ça, j'aime ça. Le but, c'est aller au fond du bit. Le bit est fini. L'idée est terminée. On passe à une autre idée. Pas de transition, on s'en fout. J'aime beaucoup cette idée-là. Fait que c'est comme ça que je suis tombé en amour avec le stand-up. Ce qui est d'ailleurs son meilleur film, selon moi. Là. Ben, Manhattan est autre chose, là, mais mettons, c'est dans son top 3 perso. Moi, mon film préféré, c'est Zelig. Moi, tu vois, c'est Husbands and Wives. Il a inventé le faux documentaire. C'est quand même génial. Il a inventé un mais Purple Rose of Cairo, c'est quand même aussi fou, là, ce film-là. Là, l'idée de l'acteur qui traverse l'écran. Mais Husbands and Wives, c'est un peu genre un... Je trouve que c'est une suite de Annie Hall un peu à quelque part. Là. C'est le même univers un peu, puis c'est le même genre de personnage. En tout cas, mais Zelig, c'est vrai que c'est... Radio Days aussi, c'est vraiment bon. Zelig, si tu as aimé Forrest Gump, tu vas aimer Zelig. Ah oui, parce que assurément. C'est grâce à Zelig que Forrest Gump existe, parce que l'idée de mettre un personnage dans des moments historiques, c'est Zelig. C'est ça, Zelig.
Alors voilà. Mais moi, j'allais te poser une question. C'est qui, mettons, ton stand-up à vie préféré? Chris Rock. C'est Chris Rock? Oh yeah. Ah, ça, c'est intéressant. De loin. De loin, là. Mes mains, ça vient de là. Ouais. Pourquoi je mets tout le temps mes mains comme ça? C'est moi qui ai piqué ça à Chris Rock. Parce que j'étais sûr qu'on pouvait faire du stand-up. Il fallait que tes mains soient comme un guitariste. Mais moi, tu vois, Chris Rock aussi, c'est dans mon top 3, peut-être. Puis c'est à cause de lui que je m'habillais tout le temps en noir au début. Génial! Parce qu'il est tout le temps habillé en noir. Puis c'était comme un peu mon genre de... mon hommage à Chris Rock. Parce que je pouvais pas faire les mêmes jokes que lui. Puis ça, c'était comme un des grands deuils de ma vie. Que je peux pas faire l'humour de Chris Rock. Mais il y a un épisode de King of the Hill avec Chris Rock qui, c'est ça la prémisse. C'est que le petit, je me souviens plus comment il s'appelle, Bobby. Ouais. Bobby aime beaucoup Chris Rock, c'est Chris Rock. Et il veut faire de l'humour comme Chris Rock. Mais il fait de l'humour comme Chris Rock. Il y a de l'humour très... Je parle des Noirs. Ben ouais. Mais ça passe pas. Puis il se fait dire qu'il peut pas faire ça. Fait qu'il fait je peux pas faire ça, faut que je fasse de l'humour de blanc. Fait que ce qu'il fait, c'est qu'il va sur des sites de suprématie blanc. Et c'est Chris Rock qui le défend. C'est Chris Rock qui dit c'est un processus, c'est un artiste. Il a le droit de c'est drôle, par exemple. Ben oui. Mais... Mike Judge, c'est un génie, à mon avis. Ouais, mais... Oui, c'est génial. Mais le pire, c'est que j'ai essayé de faire ma version blanche de Black People versus... j'ai essayé de faire cette version-là, mais version blanche, puis j'ai fait... non. C'est moi, c'est moi. Ben, ça marche pas, là. Ça marche juste pas, parce que t'as beau faire... il y a les blancs, puis il y a les rednecks. Ouais, mais c'est pas... les blancs, c'est pas... mais on rit déjà des rednecks. C'est ça qui est particulier. Moi, ce que j'adore ce numéro-là, pour ceux qui savent pas c'est quoi, c'est il dit dans la vie, il y a des noirs, il y a le mot haine. Ouais. Les noirs haïssent les moyennes. Ouais. En fait, il commence en disant qui est plus raciste, les noirs ou les blancs? Ouais. Puis là, il dit c'est les noirs parce que les noirs haïssent tout ce que les blancs haïssent aussi des. Ouais, parce que les noirs, les noirs aussi. Ouais, c'est ça. En gros, c'est ça. Et ce qui est génial de ce numéro-là, la routine est drôle, les jokes sont bonnes, mais ouais. Je me rappelle, cette routine-là, je l'ai fait downloader sur LimeWire. Wow! Je l'aimais. Parce que moi, un truc aussi, quand j'étais adolescent, je downloadais des routines. Fait que t'as dû ramasser de la cochonnerie, toi, là? Oh non! Non. Moi, c'est comme ça que j'ai découvert Yvon Deschamps. J'ai toutes les routines d'Yvon Deschamps. Ouais. Parce qu'à l'époque, le stand-up, c'était beaucoup en disque. Oui. C'était en disqué, le stand-up. Ouais. Alors, ça se retrouvait sur... Les disques d'Adam Sandler, ça a marqué mon adolescence quand même. C'était pas du stand-up, mais... J'ai jamais aimé... Moi, j'ai rarement aimé l'humour juste drôle. J'ai beaucoup aimé... T'as un point. Bon, t'as une idée derrière. Agressif. Ouais, mais tu vois, Adam Sandler, je le voyais comme une espèce de style sur ses disques, hein, seulement. Là. Un style de François Pérusse, mais genre un croisement stand-up François Pérusse. C'était beaucoup des personnages épais, puérils, beaucoup de musique. J'écoutais ça comme un album du peuple un peu, mais genre sur l'acide ou plus vulgaire, évidemment. Là. Mais tu sais, François Pérusse, pour moi, c'est un géant. Ben ouais. C'est un géant de l'humour. Moi, je veux dire, Sexe Conseil, on le fait à couple ouvert. Là. Ben oui. Non, ça, c'est Sexe Conseil, là. Est-ce que tu connais François Pérusse, Poséidon? Non. Oh, faut que tu connaisses. C'est vraiment bon. C'est vraiment... Il a redéfini l'humour à quelque part. Ben, il est unique au monde. Il est unique au monde, exactement. Il a fait quelque chose on est chanceux. On a ça pour nous. C'est fou, ça. Les albums du peuple, les premiers, là, c'est particulièrement eux que j'ai écoutés, là, c'est... Je connais personne qui a pas ri au moins une fois pendant un album du peuple. Quoi? Ma blonde. Ben oui, Ma blonde, là... c'est drôle, elle aime pas ça. Ma blonde, elle c'est vrai que J'aime rire Québec, elle a ri de toutes les blagues que j'ai lues. Ouais. D'ailleurs, je tiens à dire, je suis membre. Hein? Il y a la présidente de J'aime rire Québec qui a dit que je suis pas membre. C'est faux. Je suis membre sous mon nom personnel. Qui a dit ça? Mais il y a quelqu'un qui a mené l'enquête, il a dit hey, je vois pas Philippe, parce qu'il annonce les nouveaux membres sur J'aime rire Québec, puis il y a un membre bienveillant du groupe qui a dit je vois pas Philippe Audrey la rue Saint-Jacques. Puis là, la madame a répondu il a jamais été membre. Je fais oh, wow. Yo, madame! Ouais. Yo, t'es perdu, madame. J'ai fait de la pub gratuite pour J'aime rire Québec. C'est ton problème, madame. Depuis que je suis là, le groupe a augmenté de 8000 personnes. Ouais, yo, madame, on t'aide puis tu craches sur nous. Ouais, madame. Pourquoi tu te prends, madame? Non, mais là, on n'est pas obligé de la haïr, elle a juste pas su. Un autre routine un humoriste au départ qui m'a beaucoup influencé, c'est Guillaume Wagner. Ah oui? Une routine qui m'a beaucoup influencé, c'est les douchebags. J'ai adoré ça. Ouais. Non, mais mettons, parce que tu m'as dit d'écouter, puis
je tiens à te remercier. Tu m'as dit d'écouter le documentaire sur Crave à propos de George Carlin. American Dream. Qui est parce que, en fait, si vous voulez faire quelque chose, vous évitez quelque chose, écoutez pas The Hall sur Netflix. Il parle de si vous l'écoutez, en fait, écoutez le segment de Jon Stewart sur Carlin, puis après ça, skipper. Mais c'est le documentaire sur Carlin, en fait, parce qu'on parle souvent de Carlin comme quoi, le plus grand, sinon le Mont Rushmore. Il est sur le Mont Rushmore de l'humour. C'est lui puis Pryor. Pryor, puis probablement que Chappelle va y être à un moment donné. Jamais. Ça, je suis pas d'accord, mais on en débattra. Mais t'as Pryor puis lui, c'est comme les deux figures. Eux, ils ont construit quelque chose. Exactement. Ça, oui, dans ce sens-là. Oui, ouais, mais en tout cas, mais je veux dire, ils ont effectivement construit un art. Ouais. Fait que pour ça, ils méritent. C'est dans les pères fondateurs. Ben, en fait, ce qu'il faut avec le stand-up, c'est que j'ai lu un livre. C'est vraiment parti au début du vaudeville, donc des ministrels, des espèces de cette espèce de tradition théâtrale-là. Puis ça a vraiment évolué, mais c'est vraiment dans les années 50, fin 50, début 60 que là, vraiment, il y a eu des cafés, des open mic. Puis tu sais, au début, c'était du spoken word. Fait que c'était comme ça n'existait pas pour vrai. C'était une affaire différente. C'est ça. Et que certains artistes sont mélangés ensemble. Voilà. Fait que t'avais le gars qui arrivait à faire son poème, puis c'était les années 60. Fait qu'il y avait des jokes. Ouais, puis il y en avait d'autres qui faisaient des jokes. Mais en fait, c'est peut-être une des qualités que je peux donner à Marvelous Miss Maisel, qui n'est pas ma série préférée, mais qui est... Ne serait-ce que je trouve que c'est cool parce que tu vois une sorte d'incursion dans c'était quoi l'humour new-yorkais dans ces années-là. Mais en même temps, c'est sûr, c'est romancé puis tout. Mais Carlin, ce qui est fou, puis j'ose croire que Pryor, c'est à peu près la même chose, c'est qu'ils ont un genre de parcours pareil où, à un moment donné, ils ont comme un peu disparu. C'est pour ça que je mets Chappelle aussi dans ce beat-là. Et ils sont revenus transformés. Mm-hmm. Il y a une rupture, en tout cas, entre l'avant et ce qu'on connaît d'eux aujourd'hui. Puis Carlin, ce que je trouve fou, c'est que c'est que j'avais jamais calculé. Le documentaire l'illustre super bien. C'est très bien fait. J'avais jamais calculé à quel point ça marchait fort, sa carrière d'humoriste, on va dire, mainstream. Mm-hmm. Moi, je pensais que c'était correct, puis tu sais, un peu en révolte de ça avance pas assez vite. Non. C'est payant. Oui, il disait, c'était quoi, en 66, il faisait 250 000 par année avec la télé puis Las Vegas. Puis, fait que c'est colossal, là, encore aujourd'hui, je veux dire, mais imagine dans les années 60. Une maison, ça coûtait genre 12 000. Là. À peu près, là, puis genre 12 cents pour un hot dog, puis comme... Fait que... Mais c'est de voir, tu sais, c'est de voir un artiste, en fait. C'est ça que j'ai trouvé vraiment émouvant. Quand il explique cette espèce de transition-là, que c'était souffrant pour lui. Puis qu'il y avait comme cette espèce de côté-là qu'il se positionnait pas par rapport à où il voulait être dans la vie. Puis je trouve que c'est un débat que beaucoup d'humoristes ont avec eux-mêmes. En tout cas, je trouve que c'est un... Tu vois, si l'humour t'intéresse, écoute ce documentaire-là parce que tu vas voir un des maîtres qui écrivait chef-d'œuvre après chef-d'œuvre, en fait. Puis l'autre affaire, c'est que tu vois ces vieux numéros, ces numéros, on va dire, récents mais vieux, là, quand il est vieux. Et ça, c'est l'autre affaire que j'étais tellement obnubilé par son propos que j'avais oublié la précision de son écriture. C'est de la musique, pratiquement. C'est exceptionnel. En tout cas. Il n'y a pas une syllabe de trop. Oui. C'est des symphonies. Ah oui. Non, c'est de la musique pratiquement. C'est quasiment des chansons. Oh, ouais. C'est fou. Mais c'est là où je trouve que c'est cool parce que son côté entertainer mainstream des années 60 où il faisait de l'imitation, du bruitage, il faisait Police Academy à lui tout seul quasiment. Là. Ça vient l'aider. Ben, exact. Il a été capable de garder ces facultés-là pour, après ça, dire des choses vraiment intelligentes et importantes. Mm-hmm. Tu sais, c'est pas pour rien que c'est quoi, ça fait quasiment 15 ans qu'il est mort, Carlin, il me semble. Facile. Puis on le cite encore aujourd'hui, hein? Mm-hmm. Encore aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'humoristes qu'on cite 15 ans plus tard. À plus forte raison, après leur mort. Souvent, dans chaque documentaire, il y a toujours le moment où, quand ils veulent montrer qu'est-ce que... La legacy? Non. Dès qu'il y a un documentaire, mettons, il y a un documentaire sur Monica Lewinsky. Ouais. Il y a un documentaire sur Tiger Woods. Oui, ils vont aller chercher un bit. Ouais, dès qu'ils veulent montrer qu'est-ce que le monde niaiseux
pensaient. Ouais. C'était quoi la pensée populaire? Ouais. Ils vont prendre un humoriste puis faire c'est Monica Lewinsky tout le temps, tu sais, des gosses niaiseuses parce que c'est un humoriste. C'était pas Bill Burr, d'ailleurs, qui ont mis dans le documentaire sur Lewinsky. Il me semble qu'ils ont mis un bit de Bill Burr. C'est possible. Alors que... C'est possible. Je sais qu'on c'est tellement pas mais représentatif. surtout Jay Leno, il a passé beaucoup de temps. Avec Pamela Anderson aussi. Là. Ouais. Mais c'est tellement injuste pour Bill Burr en passant de se faire réduire à une joke de... En plus que, genre, il finit par en rire lui-même à un moment donné, des années plus tard, que je veux pas être le gars qui fait des jokes de Monica Lewinsky. Mais... ouais, non, mais Carlin, en tout cas, c'est un documentaire exceptionnel pour vrai. Puis c'est comme tu dis, c'est je sais pas, il montre la noblesse de l'humour. La noblesse du stand-up, pour moi, il a défini. Il aide à la définir. Puis tu sais, cette espèce de moment dans l'épisode 1 où... ça me fait rire, mais ça me fait rire parce que t'as une émission qui a l'air d'être un genre de sucré-salé des années 60. Et t'as... Comment il s'appelle? L'animateur qui, clairement... C'est un animateur en plastique qui fait juste sourire. Mais je sais qu'il est connu, là, mais il n'est pas connu comme Jay Leno. Il y a pas... En tout cas, et t'as littéralement Carlin et Pryor. Puis tu vois qu'il n'y a aucune idée du moment qu'il est en train de vivre. Là. Puis ils sont en train de faire... Puis ils imitent des rires, en tout cas. Puis ça marche. Puis les deux, ils sont là, puis ça marche bien ensemble, mais moi, ça me fait vraiment rire le tweet qui pense juste à lui à ce moment-là. L'animateur qui clairement n'est là que pour lui, puis que tu le sens que ça, même dans les images floues... je trouve que c'est un bon straight man dans la routine. Non, ouais, mais... La routine n'est pas super. Parce non, mais elle est surtout pas représentative de ce que ces deux gars-là vont faire plus tard. Bien sûr, mais je veux dire, pour ce que c'est, il leur... Oui, il leur tend la POC, mais... Ouais? Non, mais tu le vois, là, qui suit pas la POC quand même. Il leur fait la passe. C'est pas un humoriste. Ouais, mais tu peux suivre la POC, là, Thomas. Ben... J'allais dire Conan, mais c'est un mauvais exemple. Parce que je dis Conan, c'est ça qui est le fun quand tu écoutes ces entrevues avec des humoristes, c'est que ça devient des bits. Ouais. Il fait juste nourrir le bit. Ce qui est comme poche avec Stephen Colbert, mettons. T'as-tu vu l'entrevue de Bill Burr avec Colbert? Ouais, oui, il donne rien, là. Ah, c'est un chef-d'œuvre, là. C'est un chef-d'œuvre de voir un gars se mettre, mais tu le vois live détester Colbert. Tu vois Bill Burr, là, en direct, phrase après phrase, mépriser et détester Colbert. Quand l'entrevue finit, là, il le regarde même pas. C'est vraiment... c'est vraiment... Faut la voir. Parce qu'il a fait, tu vois... Écoutez, en fait, Bill Burr, il est exceptionnel en entrevue. Une entrevue de Bill Burr avec Conan, puis la même entrevue que pratiquement avec Colbert. Où il est bon, c'est avec Jimmy Fallon, parce que Jimmy Fallon, absolument, il rit, puis il embarque. Mais avec Bill Burr, il embarque pas, puis je pense que c'est fait exprès. Parce que ça remet en relief tout le côté... Parce que ce qui fait Bill Burr quand il est à Jimmy Fallon, c'est qu'il est cynique. Ouais. Et Jimmy Fallon, c'est l'inverse du cynisme. Mais non, c'est le contraire. Mais ça marche tellement bien avec Jimmy Fallon, parce que Jimmy Fallon, il donne rien. Par contre, il y a une partie de moi qui se dit... Peut-être c'est fait exprès parce que le bit est encore meilleur. Parce qu'il coupe pas. Il laisse faire. Il y a une partie de moi qui fait s'il voulait que ça se fait. C'est lui le maître. Alors il peut le couper puis il passe à autre chose. Mais il laisse aller. Puis il donne en rien. Puis en disant mon Dieu, pourquoi tu dis ça? Ça rend ça meilleur. Mais ouais, puis ce que fait pas Colbert, il coupe puis il défait ce qu'il dit. Ouais. Tu sais, à un moment donné, il dit il y avait une fille qui était lesbienne. Puis là, Colbert, pourquoi elle était lesbienne? Ouais. Ben, elle avait l'air. Mais là, on sait pas. Puis là, tu sais, là, t'es en train de tuer la joke. Là, t'es en train de... Mais n'empêche que... aussi, j'ai écouté la meilleure anecdote qui raconte ça là, quand tu fais... Parce que des fois, ce qu'on fait les humoristes, c'est qu'on est en entrevue, tu prends une routine, puis tu l'installes en entrevue. Ouais. Et maintenant, c'est Louis C.K. qui a une émission de radio, puis il explique que sa cheville est toute foutue. Puis il explique qu'il est allé voir un médecin, puis le médecin il dit ta cheville est foutue, puis il n'y a rien à faire, c'est juste ta cheville est foutue. Et l'animatrice a juste fait je pense pas qu'un médecin dirait ça. C'est une routine, madame, là, je suis pas en train de critiquer le système, je suis en train juste.
c'est une blague, c'est le fait que j'ai 40 ans, mon corps me lâche. Là, je suis pas. Ah, madame, moi, je t'explique que As-tu j'exagère. remarqué comment les gens qui disent non, j'ai un sens de l'humour, moi, je suis capable de rire de beaucoup de choses. C'est jamais vrai. Ouais. C'est jamais vrai. C'est tout le temps. Non, moi, genre, j'ai vraiment un bon sens de l'humour. C'est juste que ça me fait pas rire. Mais genre, je ris vraiment de tout. Puis c'est, OK, qu'est-ce qui te fait rire? Puis là, c'est tout le temps un slam engagé avec une demi-joke que t'es comme, OK, ça, c'est ton humour, là. Tu sais, là, je veux pas critiquer encore une fois, mais mettons, Nanette, formidable œuvre. C'est le meilleur stand-up que j'ai vu dans ma vie. Ben voilà, le silence parle. La sagesse de Poséidon. Non, mais c'est ça. Moi, j'ai pas compris toute la haine de ce show-là. Il n'y a pas de haine à avoir. Il y a eu beaucoup de haine. Non, il n'y a pas de haine à avoir. Je m'excuse, c'est quoi le show? Nanette. C'est. Je pense que tu vas triper Poseidon. Non, c'est. Mais c'est juste, j'ai pas aimé après ça l'espèce de prétention de l'humour, c'est pas juste drôle. Je fais, ben, faut que ça soit drôle quand Ouais, même. un film d'horreur, ça fait pas peur. Moi, je compare souvent l'humour à l'horreur. Le but, c'est je comprends. une expérience physique. Ouais. Autant l'humour, le but, c'est de faire rire. Le but de l'horreur, c'est de faire peur. Ouais. Dans les deux cas, tu peux tout discréditer une œuvre en disant « Oh, mais j'ai pas eu peur » ou « j'ai pas ri ». Puis, Ouais. et dans les deux cas, t'as raison. T'as raison. C'est ça qui est génial et qui est terrible en humour. C'est que le but, c'est faire rire. Fait que les gens font « Ouais, je comprends ton point, mais j'ai pas ri. » T'as échoué. Non, mais après ça dépend c'est quoi ton but. T'sais, si, mettons, elle, là, est dans une vraie. Mais il y a vraiment des gens qui trouvent ça très drôle. Nanette? Ouais. Ça existe. OK. C'est très drôle. Non, mais j'aimerais ça. Ça les regarde. Ben, exact. Puis j'aimerais ça partager ça avec eux parce que moi, c'est vraiment un truc où j'ai trouvé ça émouvant, fascinant, intelligent. Après ça, drôle. Pas non. Pas drôle, là. Chacun ses sensibilités. On a aussi des commanditaires? Oui. On a des super commanditaires. On a d'abord aussi. Non, mais attends, juste avant. Ton top 3, selon toi, humoriste ou numéro à regarder, si mettons. Ah! Moi, j'écoute beaucoup de basket. Pour basket, j'aime ça les top 3 les top 5. Ça me tape ses nerfs là, parce que je trouve que c'est pas une compétition, c'est un partage. 3 trucs super. Oui, 3 choses très importantes. Je ne vais pas dire ton top 3, mais 3 choses fondamentales pour toi que tu voudrais partager par rapport à l'humour. Le spectacle Bigger and Blacker. Ah non! Le documentaire sur le spectacle Bring the Pain de Chris Rock. Il y a un documentaire sur le special Bring the Pain. J'ai jamais vu ça. Sur Dailymotion. Fait que si vous tapez Bring the Pain documentary, il va l'avoir sur Dailymotion. C'est très, très, très réussi. C'est vraiment, vraiment réussi. Oui, Bring the Pain, qui est disponible sur YouTube et sûrement sur Crave, il est très, très bon. Le documentaire sur Bring the Pain, le special qui a mis au monde Chris Rock, est génial. Et finalement, South Park, qui est une leçon d'humour. Ouais. South Park. Ce serait les 3 trucs. OK. Les 3 documents à consulter si jamais... Des numéros des années 70 d'Yvon Deschamps. Ouais. Dans Le Bonheur. Le numéro aussi, moi, mais là, c'est plus vieux, mais celui sur les ados, là, je l'aime bien aussi. C'est plus récent, plutôt? Oui, c'est ça, je veux dire. Yvon Deschamps dans les années 60. C'est pas qu'il est mauvais après, mais c'est juste... Non, c'est là, sa grandeur, c'est dans les années 60. Si tu veux comprendre pourquoi tout le monde flippe à propos de Yvon Deschamps, c'est dans les années 60. Il fait des jokes 50 ans plus tard, t'es ri encore. Ouais. Hein? C'est fou. En fait, j'avais lu dans une entrevue avec Louis-José Hood qui disait le gros stock d'Yvon, c'est quand il a les cheveux longs. C'est drôle, ça. C'est quand même vrai un peu. Attends, mais mettons... Ouais, moi j'ai... Bigger and Blacker, c'est quand même... Bring the Pain, c'est quand même important. Bring the Pain, une tune de Method Man, qui est génial. Ouais. Puis Bring the Pain, la meilleure intro de tous les temps. L'intro du special. Ah oui. Lui qui marche jusqu'à la scène et les specials qui sont affichés. Meilleure intro de tous les temps, ça va jamais être battu. Tu sais, je t'ai posé la question, puis j'essaie de faire mon top 3, là, puis... Prends ton temps. Il va prendre son temps. Non, je sais. Mais c'est parce que je veux pas sortir des classiques que tout le monde connaît, tu sais. C'est mieux que le silence. Non, je sais, mais c'est parce que, tu sais, mettons, Prior on Sunset Strip. Tout le monde ne connaisse pas ça. Ben, ça, pour moi, ça fait partie des choses à regarder. Super.
marquants là, qui m'ont profond. Ben, moi, Suivre la parade, mettons, je pense que c'est des 20 meilleures dernières de Louis-José, là, le Suivre la parade. C'est un des spectacles les plus complets d'humour qui vieillit bien, d'ailleurs. Il y a des numéros auxquels je pense encore des fois dans ce spectacle-là. Puis là, je sais que ça va être polémique, là, mais moi, Sticks and Stones, c'est sûrement un de Chappelle. Je suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit dans ce truc-là, mais sa démarche, Bird Revelation, en tout cas, cette espèce de segment-là dans sa carrière là, de Equanimity, Bird Revelation puis Sticks and Stones, cette espèce de trio-là. C'est spécial Netflix, là. Ouais, mais particulièrement ces trois-là, pour moi, c'est de l'extrême haute voltige. Là. Je sais pas. Il réécrit la façon de faire de l'humour là-dedans. Il est vrai. Il montre c'est quoi pour lui aujourd'hui être, irrévérencieux, être choquant, assumer ses opinions. Tu sais, c'est tout ce qu'on... choses que tu fais. Ce que j'essaie... Lui, il vit ce que j'aimerais vivre, Chappelle, puis j'ai pas le courage... Être millionnaire? Ben non, c'était... Tu peux dire que tu veux être noir et millionnaire, c'est correct. Mais je veux surtout dire que j'aimerais ça être un gars qui a pas peur de parler. Quand j'ai fucking la chienne à tous les secondes, je fais des crises de panique à toutes les fins de semaine. Fait que j'aimerais ça être apaisé. Puis c'est une bonne question. Avant qu'on quitte, penses-tu qu'il est apaisé? Comment tu penses qu'il l'est? Comment tu penses qu'il se sent? J'ai aucune idée. Je peux pas parler pour lui. Mais comment on pense? On spécule. Mais je pense qu'il sait qu'il y a une importance. Je pense qu'il le sait. Puis que ça doit lui donner une latitude par rapport à ça. Puis c'est surtout une latitude créative. Il y a plein d'histoires qui racontent que Chappelle fait un pop-in dans un genre de comédie, un comedy club, puis il fait 1 heure quand il aurait dû faire 15. Puis tu sais, fait que je pense que ça lui a donné une latitude. Puis je pense que dans ce sens-là, il doit se dire que ça doit valoir la peine. Ça, c'est mon hypothèse. Néanmoins, l'autre chose que je veux recommander chaudement, c'est le Daily Show, mais avec Jon Stewart. Si vous êtes capable de trouver des extraits du Daily Show de Jon Stewart... Je pas à trouver, moi. C'est son... Ah, s'il vous plaît. Ah, gang! Yes, on a plein des gens bons en informatique avec Internet. S'il vous plaît, gang, mettez en commentaire, soit sur Patreon ou soit sur YouTube ou en privé... l'entrevue de Jon Stewart avec Jim Cramer. Ah non, puis celle aussi avec Tucker Carlson. Ah, ça, sur YouTube est facile. Ouais, mais ça, celle avec bon. Cramer, parce que pendant une semaine, il critiquait Cramer de MSNBC, où il disait, puis c'était pendant la crise économique, puis il disait, sa thèse, c'était Jim Cramer connaît le marché financier, savait qu'il allait avoir un crash, il n'a rien dit, il a caché ça à ses auditeurs. Et c'est une fraude, cet homme-là. C'est un banquier qui connaît tout et c'est une fraude. Il a ri de lui. Et pendant une semaine, ça s'est bâti. Ça s'est conclu par une entrevue de, je pense, 25 minutes à son show. Parce qu'à une époque, le Daily Show, le meilleur bout du show, c'était les entrevues de Jon Stewart, un grand intervieweur. Et avec Internet, les entrevues pouvaient durer une demi-heure. Parce que le show finissait et il disait, on compose ça sur Internet et tu peux le voir sur Internet. Si des gens peuvent me trouver l'entrevue que j'ai jamais trouvée intégrale entre Jon Stewart et Cramer... Ça me ferait plaisir de regarder ça. Ouais, non, mais Jon Stewart, pour moi, c'est un génie de l'humour, là, en soi. Là, c'est... Un excellent film, un excellent livre, c'est le Oral History sur le Daily Show. Ah oui. C'est génial comme livre. Oui, puis celui sur SNL aussi, c'est bon. Il est vraiment bon. Et, mais si vous aimez Chris Rock, si vous êtes dans une vibe Chris Rock, Chappelle, surtout la période Killing Them Softly de Chappelle, Raw puis Delirious, c'est capital aussi. À parenthèse, moi, Aren't You Embarrassed de Sébastien Maniscalco, très important dans ma vie. C'est très bon. C'est un des shows qui m'a le plus fait rire ever. Il réussit à faire une routine hilarante sur l'assassinat de Ben Laden. Ouais. C'est fucking drôle. Je sais pas comment. C'est son closer en plus, hein? Ouais! C'est quand même fou. C'est fou, ça. Il vient de faire des killers après killer après killer, puis son closer, tu te dis comment il peut... Il commence en parlant de Las Vegas, puis c'est exactement mon opinion. En fait, ce gars-là, c'est un moment où j'ai fait « Ah, il y a quelqu'un qui comprend ma sensibilité dans le monde. Il y a quelqu'un qui est insurgé comme moi par rapport à tout le monde. » J'ai vécu ça quand j'ai vu Sam Kinison.
C'est ça. C'est que tu trouves une voix qui te correspond. Il y a quelqu'un qui, moi aussi, quand je vois arriver du monde qui crie à la piscine, je suis vraiment enragé intérieurement. Moi, je suis le gars qui crie à la piscine. Ouais, Ben oui, je le sais. C'est pour ça que le show marche. Ben c'est ça. C'est que moi, tu sais, mais tout ce qu'il dit, je le cautionne. Tu sais, Ah oui, bien sûr. Sébastien, pour vrai, tout ce qu'il dit, je le cautionne à 100. Puis même, il vit mon rêve parce que lui, il le dit, puis pas moi. Fait que Sébastien, pour moi, il est vraiment... Son livre est très décevant. Puis là, ses récents spectacles, je les ai pas vus, fait que je les aime moins. Ce que j'ai vu, en tout cas, j'aime moins. C'est bizarre sur Sébastien Monagalco. Si je pars... c'est special récent. Si je pars un special, je l'arrête. Ouais. Quand je vois des séquences sur Instagram, à chaque fois, je suis mort de rire. Ah oui, je comprends pas. Son affaire d'il y a 3 ans qui parle de qui fait qui réagit devant la bande-annonce de Top Gun, là, il l'a sorti. C'est une des choses les plus drôles que j'ai vues. Ou quand en tout cas, il faisait ça avant, il filmait du monde dans la rue, puis t'es comme, qu'est-ce que tu fais? Ça, c'est dans les affaires. Ça, je suis inconfortable. Ah non, moi, ça, c'est mon rêve. Ça, c'est mon rêve. Mais tu me vois conduire. Attends, ok, fuck it. Tu me vois comment. Attends, je le dis-tu? Fuck it. Il me chicanera, là. Mon agent, JF Renault. Oh. Il photographie le monde qu'il trouve ridicule puis il l'envoie à ses amis. Fait que t'as vu, c'est pas rapport. Lundi, 9h30 le matin, puis il fait agacer son casque de vélo. Puis c'est tout le temps des affaires. Mais je peux pas dire que je suis contre cette démarche-là. Ouais, t'adorais Jeff Renault. Ah oui, non. Il y a rien de mauvais avec ça. Moi, je suis pour ça. Ça, c'est cool. Non, mais Thomas, tu sais, t'as déjà été dans Un une... truc que Steph puis moi, il a déjà dit, c'est yo, tu vas te faire péter la gueule. Sûrement. Il y a quelqu'un qui va te pogner puis il va pas trouver ça. Non, mais... Non, moi, je vais le Il y a plein de qualités de Jeff Renault, mais c'est pas un maître du karaté, là. Non, mais tu sais, t'as déjà conduit avec moi ou comme moi dans une auto, tu vois T'es extraordinaire. ma vraie T'es nature extraordinaire. de jugement et de T'es mépris. extraordinaire en char. Je fais juste mépriser puis juger tout le monde. Oui, quand tu sais que t'es enfermé Ouais. dans une bulle d'aluminium puis que tu peux Insonorisé, là. t'es le Ah non, meilleur non, homme. c'est là que ma vraie nature sort pour faire... Qu'est-ce que tu fais, man? Qui porte des shorts blancs avec un t-shirt? Tu sais, comme... Qui porte des shorts blancs là-bas? Tu sais, c'est ça. Tu viens me l'écrire. C'est la fin du podcast. Je sais. Mais bref, commanditaire. C'est fait. C'est ça les commentaires. C'est la fin du podcast. C'est Sébastien? Oh oui. Deux princes.